tombe le 25 minutes. C'est plutôt. Vraiment? Ouais. Du coup, c'est bien, non? Dis aux gens qu'il y a de la place ici. Il y a 4 places. Oh, mais c'était Bonsoir Famerie. Est-ce que tout le monde est là? Vous n'avez pas envie de vous asseoir? Il reste 2 ou 3 sièges. Non? Ça va, vous êtes bien. Merci à tous et toutes d'être venus aussi nombreux, c'est super. Nous, on est Maïté et Quentin, journalistes au magazine Médor. On a fait une enquête ces derniers mois sur Google et ses datasetters en Wallonie. Maïté pour en dire un peu plus, puisque c'est elle qui est à l'origine en fait de cette idée-là. Moi, je n'ai fait que de la recherche sur ordinateur. Mais avant de rentrer dans la présentation en tant que telle, comme on a eu un chouette photographe qui nous a accompagnés, c'est un flamand qui s'appelle Nick Hannes, on s'est dit qu'on pouvait faire un mini pitch sur base des photos de Nick. Et donc je file la patate chaude à Maïté. Voilà. Et donc moi je passe simplement les photos en essayant d'être synchrone avec ce qu'elle raconte. Voilà, alors ça comme vous le voyez c'est Disneyland. Non? Ok. Ça c'est donc une photo de Google à Mons. On a en fait ce qu'on aimerait bien dans cette image, c'est cette grille, ce barbelé, ces lumières, les caméras, les caméras, les caméras, les barbelés, les lumières, les caméras, les barbelés, les barbelés, les barbelés, les barbelés et les barbelés. Voilà. En gros, premier constat de cette enquête, c'est nous n'avons pu rentrer nulle part. Et c'est pas faute d'avoir demandé gentiment, demandé avec insistance. Moi, je suis même rentrée dans le chantier de Farciennes avec ma voiture en faisant coucou au monsieur dans la guérite. Et le monsieur m'a dit coucou, et j'ai fait oh, génial. Et donc j'ai continué, et puis je me suis fait très très vite arrêter, et on m'a dit madame, j'ai dit je me suis perdue, oui ben vous dégagez. Donc voilà. Donc ça c'est le premier constat que montrent les photos de Nick, c'est d'abord ce géant énorme, complètement opaque, on ne sait pas ce que c'est. Chez Deleuze, il y a Deleuze. Chez H&M, il y a H&M. Là, il n'y a rien. On ne sait pas ce que c'est. Par contre, on voit bien Securitas. Ça, on voit très bien. Donc ça, c'est le premier constat de cette enquête qui se trouve, ce data center se trouve dans les anciens marais de Saint-Guilain. Je ne sais pas s'il y a des habitants de Saint-Guilain ici ou qui se rappellent de ce que c'était avant, en fait, le data center de Google, le tout premier, en 2007. En fait, c'était des marais. Les riverains qu'on a été interviewés nous ont expliqué à quel point c'était un endroit super chouette, on entendait les grenouilles, ils y allaient se balader à cheval, se promener, etc. Aujourd'hui, quand tu t'approches au-delà des boulots qui sont là, tu as tout de suite une voiture Securitas ou Google qui débarque et qui te demande de dégager. Donc voilà. Et c'est Google à Farciennes, le tout nouveau qui vient d'être construit. Pour vous donner une idée, c'est 43 000 places de parking. Un seul. Et on en a 7 qui sont en construction en tout. Un qui est déjà là et puis les autres. 43 000 places de parking, un seul. Ça c'est le petit monsieur de la guérite qui m'a fait coucou. Peut-être qu'il est viré depuis, je suis désolée pour lui si c'est le cas. De nouveau, voilà, les chantiers, l'énorme travail qui est en cours et à Saint-Guilain, et à Feuilly, et à Farciennes, parce qu'il faut savoir, et je pense que c'est assez peu connu, c'est que Google est vraiment partout dans le Hainaut. On n'est pas que sur Saint-Guilain, on est sur Farciennes, Feuilly, Glun, une extension complète tout le temps depuis 2007, avec, et ça on y reviendra dans la discussion, avec des chantiers qui sont gérés par des entreprises belges, mais sous-traités,
avec des travailleurs qui sont roumains, polonais, irlandais. Et donc, quand on nous dit aujourd'hui que dans l'emploi, ça rapporte de l'emploi même dès les chantiers, en fait, ce qu'on sait, c'est que le mec qui a mis les barrières autour du chantier, c'est un mec de Varciennes. C'est tout. Le reste, c'est que des entreprises extérieures qui viennent d'Irlande, de Roumanie, etc. Je vous présente Anne. Elle n'est pas là ce soir, elle n'a pas su être là. Anne, c'est une riveraine de Saint-Guilain. Elle habite rue du Marais. Elle a des chevaux, elle avait tout un manège. Et en fait, ce que vous le distinguez là, c'est que depuis quelques années, le géant Google s'est incrusté au fond de son jardin. Et ce qu'elle m'a dit, et c'est comme ça qu'on commence l'enquête dans le magazine Médor, c'est que je vois ce monstre se rapprocher de moi. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que c'est ceux qui n'ont jamais été tout près, c'est 11 mètres de haut, et alors un mur, on a l'impression que c'est à l'infini. Vraiment, c'est à l'infini. Et donc Anne, aujourd'hui, elle ne peut plus se promener avec ses chevaux. Elle doit mettre ses chevaux dans une remorque spécialisée, faire plusieurs kilomètres pour pouvoir ressortir son cheval et aller se promener. Donc ça, c'est un impact direct sur la population. Et elle ne sait pas ce qui se passe chez Google. Elle n'utilise pas l'IA, elle ne connaît pas l'IA, elle ne sait pas ce qu'on y fait. Et elle a essayé d'être invitée chez Google quand ils ont commencé à, au départ, inviter les riverains pour leur offrir une coupe de champagne dans un périmètre très très défini. Elle avait postulé pour pouvoir y aller, mais apparemment, vu qu'elle avait déjà râlé pour d'autres trucs sur la commune, elle n'a pas fait partie des personnes invitées. Ça, c'est ce qui se passe pour le moment à Varciennes. Alors, ces photos ont été faites par Nick, on l'a dit, qui a été lui-même tout au-dessus du terril, pardon, je suis liégeoise, donc à Liège on dit terril, mais ici je sais qu'on dit terril, qui a été tout au-dessus du terri pour faire ces photos. On a eu peur parce qu'on ne savait pas s'il n'allait pas se faire arrêter avant d'arriver au-dessus du terri. Il a réussi. Et là, tu te plantes dans les photos, hein, tu fais n'importe quoi. Hein. Voilà, et ça, je parle de Jacques. Ok, ça c'est Jacques. Ça c'est Jacques, on est à Saint-Guilain et vous voyez on est dans la zone d'extension. Donc vous avez Google qui est là, donc celui qu'on a vu au tout début, c'est celui de Saint-Guilain qui est là depuis 2007. Et en fait, Jacques et sa famille avaient une ferme à peu près là. Et dans les années 80, ils ont été expropriés par IDEA pour bien public, non, raison publique, je ne sais plus le terme exact. Ils ont été expropriés. Sauf que leur ferme n'a été détruite finalement qu'en octobre de l'année dernière. Donc pendant 40 ans, elle est restée à l'abandon. Et le problème, c'est que Jacques, il est de dos, et je ne dirai pas son nom de famille parce que Jacques a peur, parce qu'il est encore agriculteur, il a encore des terres, et quand il se plaint, IDEA, d'après lui, le menace de lui retirer ses terres. C'est un vrai problème. Et donc Jacques, aujourd'hui, il voit ce monstre qui a exproprié toute sa famille, qui a défoncé son travail de plusieurs générations, et il voit ce monstre se rapprocher de lui, et là où il est aujourd'hui, il se retrouve à nouveau sur une terre expropriable. Et donc il me dit, et son papa a 93 ans, son beau-père a 93 ans, et son beau-père me disait, mais punaise, moi j'ai pas envie de revivre ça, quoi. J'ai déjà vécu une fois, j'ai pas envie. Donc ça, c'est l'impact concret, global, de ce que c'est un data center aujourd'hui en Wallonie sur les gens. Voilà. J'ai cassé l'ambiance. Non, t'as cassé l'ambiance, mais peut-être que là maintenant on va s'asseoir, peut-être qu'on va vous raconter comment est-ce que nous on a fonctionné pour faire cette enquête et d'où vient l'idée à la base et les points de conclusion auxquels on est arrivé. Donc Maïté est venue me trouver, je pense, fin du mois de décembre dernier chez Médor. Donc moi je suis éditeur chez Médor, ce qu'on appelle un pilote. Et en parallèle, une journaliste néerlandophone qui travaille pour le média Apache, qui s'appelle Janine Meyer, est venue nous trouver aussi avec la même idée. Donc on s'est dit, il y a évidemment quelque chose qui bourdonne un peu autour de cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de papiers qui avaient été publiés aux États-Unis, il y avait des choses qui commençaient à sortir aux Pays-Bas. Il y avait encore peu de choses, hormis un article assez intéressant de l'Echo qui était sorti sur la question des data centers en Wallonie. Donc on a pu commencer à faire une enquête sur base de ton travail, en creusant en fait deux angles en particulier. Qui est le premier angle, qui est un data center, c'est quoi son impact environnemental, et donc environnemental au sens large, pas tellement la pollution directe que ça peut causer, mais sur toute la chaîne d'approvisionnement, parce que pour construire un data center, il faut des matériaux.
qu'est-ce que ça coûte en termes de matériaux, qu'est-ce que ça coûte en termes d'énergie pour le faire tourner. Et Maïté est venue avec déjà les premiers contacts assez intéressants, notamment au niveau d'Elia. Donc Elia, c'est le gestionnaire du réseau pour les industries. Donc, vous avez des gestionnaires de réseau pour les ménages et les privés, et puis après il y a le réseau pour les industries qui est géré par Elia, qui s'appelle le grid, la grille. Et donc ça, c'est une des premières choses sur lesquelles toi tu es venu. Donc peut-être que tu peux raconter un petit peu ce que tu as trouvé à ce niveau-là, au niveau de la gourmandise énorme des data centers, qui est en fait extrêmement hallucinante. Parce qu'il faut savoir que pour faire tourner un bâtiment pareil, donc on est sur du 11 mètres de haut, des empreintes au sol, donc en dizaines de milliers de places de parking, mais c'est finalement pas si grand en termes de superficie. Mais par contre, ce que ça mange en électricité est assez hallucinant. Oui, et donc ce que Elia m'a expliqué, c'est qu'en fait, il y a un plan interfédéral qui a été mis en place sur la question des data centers, parce que les politiques sont bien au courant qu'ils sont là et qu'ils vont se développer. On a Microsoft qui arrive sur Bruxelles pour le moment aussi. Et donc, ils ont fait un plan interfédéral où ils se sont dit, OK, il faut qu'on réserve, vu le réseau belge, qui n'est quand même pas extensible à l'infini, et la région de Mons l'a vu encore récemment avec toutes les pannes que vous avez eues, et la boucle du Hainaut vous concerne directement aussi. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on réserve absolument un nombre X de térawattheures, donc la mesure énergétique, pour les data centers. Et donc, il y a eu une discussion et le gouvernement a dit, bah, OK, on réserve 9 térawattheures. 9 térawattheures, c'est déjà franchement pas mal. Sauf que, on a découvert que les projets de data center aujourd'hui en Belgique avaient déjà réservé 19 térawattheures. Donc, c'est-à-dire 10 térawattheures de plus que ce que le fédéral avait prévu. Et quand on a posé la question à Elia de dire mais comment c'est possible, comment vous allez faire, etc., on nous répond oui, mais il y a des projets qui ne vont pas avoir lieu, et machin, et machin. Et donc ça veut dire que l'entièreté des l'entièreté des térawattheures, pardon, sont déjà réservées aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Alors que hier, au niveau de l'Europe, on a parlé souveraineté numérique, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais donc hier au niveau européen, il y avait une discussion sur comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe soit souveraine numériquement. Souveraine numériquement, ça veut dire que on arrête de donner nos données à Google, à Meta, etc., et on crée des infrastructures ici en Europe. Mais sauf que si déjà ici, jusqu'en 2034, l'entièreté des térawattheures sont réservées par ces gens-là, comment est-ce qu'on crée une souveraineté numérique d'ici 2034 ou après? Parce qu'une fois qu'ils seront là, comment est-ce qu'on les déloge? On ne va pas dire à Google, bon, merci pour vos bons et loyaux services, maintenant vous vous cassez, on va mettre Janine, parce que vraiment c'est la mode de mettre des noms un peu bizarres, Janine va devenir notre cloud souverain européen. Voilà, donc ça pose vraiment énormément de questions. Et ce qui est interpellant aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on pose cette question très précise au cabinet des ministres, ils ne répondent pas, ou ils répondent à côté, ou ils ne savent pas, ou ils renvoient vers des études qui sont elles-mêmes diligentées par Google, évidemment. Et c'est ça le deuxième angle de l'enquête. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un choix stratégique qui est fait et au niveau du fédéral et au niveau des régions, et encore plus au niveau de la région wallonne, c'est de s'ouvrir en fait au grand plan numérique. Alors qu'est-ce que ça implique en termes de plan numérique? C'est pas tellement en fait de se dire on va créer des industries du numérique en Wallonie, c'est d'accueillir des GAFAM de façon générale, puisqu'en fait, quand Google est arrivé ici, c'est en 2005, donc ce qu'on raconte dans l'article, c'est qu'il y a des négociations qui sont un tout petit peu ubuesques, en fait, c'est-à-dire il y a une société avec un nom caché qui contacte les émissaires de la région wallonne au niveau de Washington, et qui dit, nous on cherche un endroit avec un canal tout près, avec de l'eau disponible, avec une ligne haute tension, et on a envie de mettre un data center. Et on met 3 pays en concurrence, la France, les Pays-Bas et dans ce cas-ci la Belgique via la région wallonne. Et il est absolument interdit d'en parler, donc les discussions se font entre la région wallonne, des émissaires de Google, qui sont des gens qui sont très très jeunes, puisque actuellement l'émissaire de l'époque est quelqu'un qui a 43-44 ans, donc à la fin de sa vingtaine à l'époque, et ils se disent, bah, nous on est prêts à venir prendre un lieu pour créer un data center. Et à l'époque, Jean-Claude Marcourt est très très content parce qu'il a envie de développer le numérique dans la région wallonne. Et Google promet de faire un investissement qui est chiffré d'abord à 250 millions d'euros, extensible à 1 milliard d'euros, et qui est censé créer environ 120 emplois directs. Par contre, à
partir du moment où tout ça est fait, en fait, on se rend compte que Jean-Claude Marcot lui-même va se plaindre pendant de nombreuses années, jusque 2014-2015, que ça ne crée que 60, 70, 80 emplois pour quelque chose qui est une empreinte au sol assez énorme, hein, à Saint-Guilain. Donc ça devient un peu compliqué. Il faut savoir que la région wallonne elle-même met 5 millions d'euros, donc sur un investissement de Google de 250 millions, la région wallonne est quand même invitée à mettre 55 millions en soutien à l'emploi. Et on se rend compte qu'en fait, les chiffres qui sont amenés par Google et qu'on a vu encore récemment sur l'ouverture de nouveaux data centers, on parle de 5 milliards en plus dans l'économie wallonne, en fait, c'est des chiffres qui sont un petit peu déguisés parce que c'est un... faux, oui, complètement. Voilà, parce qu'en fait, c'est un 5 milliards qui retombe en Wallonie, et tu peux dire un mot là-dessus, c'est 5 milliards pour construire un data center. Et donc, il faut voir qu'est-ce que ça implique un data center en termes de construction et faire la différence entre la construction du data center et la retombée réelle sur l'économie locale. Oui, et ce qu'un expert dans l'enquête nous explique, c'est qu'en fait, la quasi-totalité des 5 milliards va partir vers Taïwan et ailleurs, c'est-à-dire là où ils vont pouvoir acheter les matériaux, les micro-puces à bon marché, etc. Et qu'au final, la plus-value pour la région wallonne, ce sera 200 millions. Alors, c'est bien 200 millions dans un contexte économique actuel, etc. Mais c'est quand même franchement moins chouette que 5 milliards. Alors que partout dans la presse, et la RTBF pour laquelle je travaille aussi, y compris, on est tombé dans le panneau d'annoncer Google investit 5 milliards en Wallonie. Bah non, en fait, au final, c'est 200 millions, ce qui est déjà vachement réduit, surtout par rapport à l'empreinte carbone et l'empreinte climatique et environnementale qu'il développe, quoi. Oui, et c'est ça, en fait, la question qui suit sur est-ce que ça a un intérêt stratégique de se dire, en fait, on peut investir dans les data centers, qu'est-ce que ça apporte à l'économie? Et là, on a commencé à chercher des réponses, de se dire, en fait, c'est quoi les vrais chiffres, en fait? Parce qu'il y a une question, et en fait, on a un ministre actuel, M. Decken, hein, qui habite pas très loin, à Soigny, donc c'est compliqué de prendre le train, apparemment. François Decken, quand il n'était pas encore ministre, allait au Parlement wallon et posait des questions en disant c'est quoi l'impact du data center à Saint-Guilain, puisqu'on nous parle d'extension, etc., vers chez moi. Et les réponses étaient assez, en fait, pas très intéressantes de la part, à l'époque, de M. Borsu, qui était en charge, parce qu'il répétait, donc on revient sur ce que Maïté disait, il n'y a eu en fait que des études extérieures commandité par Google pour voir si c'était réellement l'impact en termes d'emploi. Et donc Google utilise, nous on est habitué à la notion d'emploi direct et indirect, c'est-à-dire combien d'emplois directs. Pour le moment, Google à Saint-Guilain, on est au mieux à 450 pour le moment, emplois directs, mais qui ne sont pas vraiment des directs, parce que quand on va sur les comptes de la Banque nationale, on est plutôt à 140 emplois directs qui dépendent de la succursale de Google, et puis après il y a 300 emplois qui dépendent des gens qui prestent à l'année pour Google, notamment Securitas, notamment les gens qui font le catering et voilà, le repas sur le temps de midi, et quelques ingénieurs électroniciens à côté. Donc déjà, c'est pas très clair en fait la manière dont Google nous parle de ces emplois directs. Puis après, il y a la question d'emploi indirect, où là, Google sort un chiffre qui est beaucoup plus fort. On est sur du 1500, 2000. Et c'est pas très clair, parce que Google dit qu'on a environ 200 entreprises qui travaillent pour nous. Et en fait, on voit que les emplois indirects sont largement créés pendant les phases de construction. Donc en fait, si Google construit, ça crée beaucoup d'emplois. Mais pendant les phases de fonctionnement du data center, on revient sur la norme de il y a quelques centaines d'emplois au maximum. Et puis après, ils ont créé la notion d'emploi soutenu, qui est assez intéressante. Parce qu'ils disent, les gens qui travaillent pour nous, ils gagnent de l'argent, donc en fait, ils vont consommer. Et donc c'est ça qui communique au niveau du politique, cette notion d'emploi soutenu, qui est quand même une belle trouvaille. Donc du coup, tout le monde pourrait le faire, en fait, a priori. Et c'est ça qu'il y a dans leurs études, et les études sont commanditaires, notamment, elles sont d'études notamment au Danemark, mais elles ne seront jamais contre-vérifiées par le monde politique qui le recrache comme ça au Parlement en permanence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé de savoir combien d'experts data center il y avait dans les cabinets en Wallonie. À votre avis, combien ? Zéro. Il y a 0 expert en data center en Wallonie, et donc il n'y a personne pour effectivement contrebalancer le discours là-dessus. Pour revenir sur les emplois, ce qu'il faut savoir quand tu dis qu'il y a un emploi qui est fait pendant les chantiers, oui, parce que ce sont des entreprises belges qui sont mandatées, qui obtiennent les contrats, donc par exemple le célébrissime Yann de Nul. Mais en fait, quand tu vas sur les chantiers, nous, on a constaté, et on a Lionel qui est là, je vais me permettre de lui donner la parole dans une minute,
on a constaté qu'en fait, c'était principalement des étrangers, roumains, irlandais et autres. Et donc, avec notre collègue Jamine et Nick, on a été squattés devant En fait, on a appris via Anne et via d'autres qu'apparemment, ils louaient des bâtiments entiers dans lesquels les gens étaient parqués. Et donc, ils partaient le matin, travaillaient au chantier de Google, puis revenaient et vivaient entre eux. Et effectivement, c'est le cas. On a trouvé cette maison, c'est du côté de la chaussée de Mons. Et donc, on a trouvé cet immense immeuble où il y a plusieurs appartements. Il n'y a que des travailleurs irlandais et roumains. On a discuté avec l'un d'entre eux qui nous a dit bah oui, moi, ça fait des années que je travaille pour Google. Et d'ailleurs, avant, j'ai fait en Irlande, et puis je l'ai fait là-bas, et puis je l'ai fait là-bas. Et en fait, ils vont chercher. Ils ont des groupes d'Irlandais, et puis après, ils vont aller chercher des Roumains, des Polonais, moins chers, pour faire le travail. Et c'est des gens qui vivent là, vont travailler, reviennent, et quand tu parles aux gens aux alentours dans le quartier, ils n'ont aucun échange avec ces gens-là, ils ne vont jamais manger à la pizzeria du coin, ils ne vont jamais à la boulangerie, ils sont dans un truc, c'est des travailleurs détachés. Donc, ici, loin de nous l'idée de critiquer le principe des travailleurs détachés, je veux dire, voilà, mais c'est juste pour le principe de dire, quand on nous dit qu'il y a des emplois, quels emplois et dans quelles conditions de travail. Et je vais me permettre de donner la parole, si c'est OK, à Lionel qui est là. Donc Lionel est un de nos intervenants, il est syndicaliste, il est spécialisé de la question des chantiers. Ça va, ça te fait pas trop, j'arrive avec mon micro comme ça. Mais... OK. Et en fait, moi j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que tu nous as expliqué dans l'enquête. Google aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as constaté sur les chantiers? Disons que Google, en termes de construction de chantier, n'a pas un impact réel sur le secteur de la construction en Belgique. Alors, on l'a d'abord constaté dans la construction des data centers situés à Saint-Guilain. On le voit aujourd'hui à Farciennes, on le verra probablement dans un futur proche à Felouis. Il y a une cascade de sous-traitance avec au final les personnes qui sont sur le chantier, qui travaillent tous les jours, qui sont des personnes qui pressent dans le cadre du détachement. Bon, c'est une législation européenne tout à fait valable, on ne peut pas contester, mais qui permet à ce moment-là d'avoir des travailleurs qui viennent, comme tu l'as dit, d'Irlande, mais également des pays de l'Est et du Portugal, en général, c'est les pays qu'on va retrouver, pour prester sur ces chantiers. Alors, les difficultés que l'on rencontre. La première difficulté, c'est la durée du temps de travail. Normalement, il y a une durée maximale qui est prévue, qui est en règle générale non respectée. Il y a aussi toute la problématique de la rémunération. Il y a une obligation d'au moins leur donner le salaire minimum sectoriel. Je dois dire qu'en règle générale, c'est respecté, mais il y a une forme de dumping social par le fait que ces entreprises sous-traitantes dépendent de la sécurité sociale du pays d'où les entreprises sont implantées. Et donc, quand on parle de cotisation patronale, il est clair que c'est là que la concurrence déloyale se fait, même si c'est une pratique légale, dans le sens où une cotisation patronale dans la législation roumaine va être beaucoup plus basse, par exemple, qu'en Belgique. Et donc, ces travailleurs sont là, dans un cadre qui est relativement légal, mais on l'a constaté, par exemple, à l'époque des premiers data centers, ça n'a eu aucun effet sur l'emploi en Belgique au niveau du secteur de la construction. Je dois dire, je vais quand même être un peu positif, qu'il y a une évolution par rapport à certains aspects qui sont les conditions de logement. On a quand même connu des cas à l'époque de logements insalubres, de personnes qui étaient logées à plusieurs dans des chambres d'hôtel. Il y a quand même une évolution avec maintenant, je disais, des logements, des maisons, des appartements qui sont mis à disposition. Reste que la durée du temps de travail reste problématique, parfois aussi les conditions de sécurité. Et on vient d'avoir sur le chantier de Saint-Guilain effectivement un accident grave avec une personne qui a été électrocutée, qui a été gravement brûlée, qui est toujours en soins à Charleroi, à l'hôpital. Avec toute la problématique que son employeur était hollandais. Donc ce n'est pas la même législation qui s'applique qu'en Belgique, et toute la question de comment est-ce qu'on le loge à partir du moment où il n'est plus hospitalisé, mais qu'il y a une nécessité de soins. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait avec les entreprises sous-traitantes et une certaine forme de pression sur Google, parce que Google n'aime pas la mauvaise publicité pour que tout ça soit pris en charge. Et donc je pense que Google a quand même été sensible ces dernières années à toutes ces problématiques et a donc fait attention à ce que son image ne soit pas écornée. Force est de constater qu'il y a quand même encore des difficultés, comme tu le disais. Moi, je vous conseille un jour, si vous en avez l'occasion, c'est de vous poster par exemple près des data centers de Saint-Guilain vers 5 h du matin et de regarder les plaques d'immatriculation qui vont rentrer sur le chantier.
vous constaterez que ce sont quasi que des plaques étrangères, puisque en fait, comme tu l'as dit également, Google a un historique de travailler, mais un peu comme les autres, comme Facebook, etc. Quand ils construisent des data centers, ils ont des packs en fait d'entreprises avec une cascade de sous-traitance. Ils vont faire des data centers dans le monde entier, mais la responsabilisation est quasi absente au niveau de Google, puisque comme la chaîne de sous-traitance est tellement importante, Google a très facile de dire nous ne sommes pas responsables, ce sont nos sous-traitants, alors qu'ils savent très bien ce qui se passe sur leur chantier. Il y a quelque chose que tu m'avais dit pendant, il y a quelque chose que tu m'avais dit pendant notre interview qui m'avait beaucoup marqué et qui se retrouve aussi dans l'enquête, c'est tu as une carte. En tant que syndicaliste, tu peux normalement aller sur tous les chantiers en montrant ta carte. Explique-nous ce qui se passe chez Google quand tu montes ta carte. Alors, les membres de la commission paritaire au niveau du SPF Emploi, donc commission paritaire de la construction, possèdent effectivement un badge qui leur permet de pouvoir rentrer sur tout chantier en Belgique pour vérifier que les conditions de sécurité soient respectées. C'est valable tant au niveau des employeurs que des représentants des travailleurs. Google est complètement inaccessible. Malgré cet accès, je peux dire que Google se met au-dessus des lois, en tout cas, puisqu'il refuse l'accès tant à nos services qu'aux services d'inspection. Et donc le seul moyen, je te l'avais dit effectivement, de pouvoir rentrer chez Google, c'est d'arriver avec les forces de l'ordre. Et donc récemment, il y a encore eu un gros contrôle social à Saint-Quentin, début du mois de mai. Eh bien, les services d'inspection ont dû avoir recours aux forces de l'ordre, donc à la police, pour obliger l'ouverture des barrières et pouvoir avoir accès à une série d'éléments et pouvoir saisir certaines choses. Donc, oui, effectivement, il y a ce côté un peu cow-boy, parce qu'il faut quasi avoir recours à l'armée pour pouvoir rentrer chez eux. Et je dirais aussi, et ça c'est peu su, parce que Google a vraiment voulu éviter qu'il y ait des vagues sur le sujet, ça va mieux aujourd'hui, mais à l'époque, au tout début, donc en 2005, on avait aussi des entreprises qui ne payaient pas correctement leurs travailleurs, qui ne payaient pas correctement les cotisations patronales. Et donc, à l'époque, on parle de dizaines de millions d'euros qui ont été requalifiés au niveau de la sécurité sociale belge par les services de contrôle de l'ONSS. Et ça, depuis lors, voilà, Google a compris qu'il ne pouvait plus agir dans ce sens-là. Donc ça s'améliore, et pour répondre à la question, non, de l'emploi local au niveau de la construction des data centers, c'est vraiment à la marge. Merci Lionel, merci beaucoup. Et je préciserai que par rapport à l'histoire des voitures et des plaques, des riverains nous ont dit, mais vous allez voir, ils se sont fait taper sur les doigts, maintenant ils louent des bagnoles. Eh bien, l'entièreté des voitures qui étaient dans le bâtiment qu'on a été vérifiées, il était marqué Hertz ou Europcar, et effectivement, c'était des plaques belges. Et donc, ça veut dire qu'ils ont été jusqu'à se dire, on va laisser les voitures avec les plaques étrangères chez eux, et on va louer des Europcar et des Hertz pour pas se faire repérer. Donc, on en est là, quoi. Voilà, en parlant de mauvaise publicité, ils n'aiment pas la mauvaise publicité, c'est une manière facile pour eux de... Merci Lionel. Et après, sur la question, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, là, on va vous faire un petit peu un portrait de ce que c'était l'empreinte locale, en termes de droit du travail, en termes de ponction sur le réseau électrique. Juste pour ajouter, par exemple, que l'utilisation de Google, telle qu'elle est plus ou moins planifiée pour uniquement sur la nouvelle extension à Saint-Guilard, donc en fait, tout le site de Saint-Guilard, on va être sur l'équivalent de la consommation de 2 millions de ménages belges, donc c'est assez énorme. Vous avez les chiffres complets dans le papier, donc c'est assez hallucinant. Hein. C'est juste pour le site de Saint-Guilard en termes de mégawatts. Et par rapport à ça, ça empêche aussi de se poser la question de se dire comment est-ce qu'on va ensuite électrifier de façon verte tout le reste de l'industrie, qui elle doit faire sa transition, inévitablement, sans envie de la garder en Belgique, et par rapport à un parc qui est assez limité. Donc, en gros, les projections qui sont faites, c'est que évidemment Google signe des partenariats verts avec Engie, avec Luminus, sur des parcs éoliens, les parcs offshore, les parcs onshore, donc sur la terre ferme, sauf que ça ne marche pas tout le temps. Par exemple, en hiver, le soir, ça ne marche pas. L'impératif d'un data center, c'est que ça doit tourner 24 heures sur 24 avec une sûreté totale, que ça tourne non-stop. Et ça, c'est le gérant du data center de Saint-Guilin qui le dit dans une étude universitaire, qui dit « Moi, ça, c'est mon premier boulot. Mon premier boulot, c'est qu'il faut que ça tourne 24 heures sur 24 sans aucun problème. Si à un moment où ça coupe, c'est une rupture de données. Et c'est ce qui est intéressant dans le fonctionnement du data center, c'est-à-dire
on ne sait pas si ce sont nos données à nous, Wallons, qui sont à Saint-Guilain. En fait, il y a 25 data centers de Google qui sont interconnectés sur la planète, interconnectés par des câbles, donc les fameux câbles océaniques qui passent et qui raccordent tout le réseau web mondial. Et donc, on est potentiellement avec des données qui sont dans les nouveaux paradis data centers de Google, qui sont aux Émirats Arabes Unis notamment, donc qui sont vraiment dans le feu d'actualité par rapport à la crise en Iran. On est sur les data centers de Google qui sont aux États-Unis, qui sont hautement polémiques puisqu'il y a beaucoup de plaintes de par les populations locales sur des enjeux d'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à Saint-Guilain, c'est de l'eau d'un canal qui est non potable, mais ça, c'est 25% de l'eau utilisée par Google dans le monde. 75%, c'est de l'eau potable coûte à des communautés avec une vraie inquiétude en Amérique latine, en Afrique un peu moins parce que c'est pas en plein développement, mais très clairement en Inde, très clairement dans les régions plus sèches aux États-Unis. Et donc, et ça on l'a un petit peu moins développé dans l'article, mais c'est important de le prendre en conscience, et les data centers sont interconnectés entre eux, font partie d'une ossature d'un squelette mondial, et donc les ennuis que peuvent avoir des citoyens à un certain endroit sont des ennuis qui sont en partie dus aussi par les données qu'on crée. Et donc je pense qu'on peut venir à ça peut-être avant la question. C'est toute la question de l'IA, parce que quand on a fait une interview avec Arnaud Collignon de Canopéa et d'autres personnes, ils nous ont dit mais ce qui est installé pour le moment, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui vient. Ce qui vient, c'est les 3 extensions à Saint-Guilain, ce qui vient, c'est Feluy, ce qui vient, c'est Farciennes, qui sont des data centers où là on fait tourner de l'intelligence artificielle, donc avec de plus en plus de processeurs, des processeurs de plus en plus puissants, donc ont besoin de capacités de refroidissement de plus en plus fortes, avec des demandes qui sont en partie aussi dues par Google, parce que qui utilise Chrome ici? Levez la main. Donc voilà, Chrome est utilisé par environ 60% des personnes sur la planète, c'est le navigateur le plus utilisé. Sur Chrome, il y a un module qui est installé de force, qui force l'IA. Donc en fait, sans que vous le demandiez, en fait, vous avez un résultat Gemini sur toutes vos recherches Google, même si vous n'utilisez pas Chrome par ailleurs, mais sur Chrome, vous ne pouvez pas désinstaller cette fonction, ce que vous pouvez désinstaller si vous êtes par exemple sur Firefox. Et donc tout ça, c'est de l'IA qui tourne sans qu'on vous demande votre avis. Et ça, c'est juste de l'IA utilisateur. Donc on est loin de l'IA entreprise et de toutes ces fonctionnalités-là. Et donc ça, c'est ce que Google installe, c'est une capacité à faire tourner de l'IA en masse. Et ça a un impact au niveau mondial, puisque tous les data centers sont interconnectés. Donc juste sur cette question-là, nous on voulait avoir cette rencontre aussi pour réfléchir à d'autres manières d'utiliser nos outils Internet, notre nuage, etc., sans avoir le recours total complet à Google, puisqu'en fait l'environnement qu'on vous propose chez Google, c'est un environnement qui est évidemment très très facile, très très cohérent a priori, mais il fait tourner aussi cette machine qui a un impact sur notre région, mais sur plein d'autres régions à côté. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a 2 sortes d'IA. L'IA, en fait, elle est dans nos vies depuis des années sans qu'on s'en rende compte forcément. Mais ce qui est nouveau, par contre, c'est cette IA générative. Et c'est elle qui est encore plus énergivore. Et donc, il y a quelque part une réflexion citoyenne à avoir aussi aujourd'hui en disant, si ce qu'on vient de vous expliquer vous inquiète, est-ce que j'ai vraiment envie de demander est-ce que j'ai vraiment besoin de demander à ChatGPT combien il faut d'œufs pour faire une frittata au poivron? Non, il n'y a pas vraiment besoin. Donc voilà, il y a une réflexion effectivement à avoir citoyennement de choisir d'autres outils. Tu avais listé un petit peu des outils que moi je connais beaucoup moins, toi tu es plus le spécialiste là-dedans. Oui, l'idée c'est pas de vous plomber avec le fait que, vous savez que, qu'est-ce que quelqu'un connaît le slogan de Google? Ici. C'était Don't be evil. Oui, mais c'était le slogan de Google à l'origine, c'était Don't do evil, ne faites pas de mal. Et donc c'est assez drôle parce qu'en fait chaque année Google, depuis 2016 je pense, publie un rapport de durabilité, je vous conseille de lire, qui en fait est assez intéressant entre les lignes quand on prend le temps de se taper les 30 ou 40 pages. Un résumé qui est très bien fait aussi. Oui, on a un résumé super dans l'article avec et qui en fait qui est la conclusion principale, c'est en fait Google met beaucoup d'énergie à verdir son image, et je pense qu'il y a une partie des efforts qui ne sont pas uniquement des efforts cyniques en fait. Ils ont réduit les émissions des data centers de 12% sur la planète. Le problème, c'est que réduire les émissions de data centers, quand on en construit beaucoup, et donc on utilise
beaucoup de béton, beaucoup d'électricité, beaucoup de technologies pour construire des processeurs et donc de matières premières, de ressources naturelles, ben évidemment on est dans une espèce d'accroissement comme ça, et donc en fait Google dit en filigrane, enfin il dit en tout petit dans un rapport, il dit on a moins 12% d'émissions sur nos data centers dans leur fonctionnement, mais on a plus 25% d'émissions dans notre chaîne d'approvisionnement, parce que quand on va acheter un processeur, alors Google construit ses propres processeurs, donc ils ont leur propre, ils n'achètent pas à Taïwan directement, ils ont leur propre usine qui fait des processeurs, notamment à Taïwan, mais ils ont besoin de ressources naturelles pour ça. Et donc, comme ils sont dans une logique de croissance sans fin, ça a inévitablement des émissions. Donc, eux-mêmes doivent reconnaître qu'en fait, ils ne sont pas vains, que la promesse qu'ils ont faite en 2020 d'être neutre au niveau carbone, ça ne marchera pas. Et surtout, ils n'ont plus l'obligation de le faire aux États-Unis, puisqu'il n'y a plus la pression politique qu'il y avait sous Biden. Donc, ils sont très contents en partie par rapport à ça. Et ils font ce qu'ils avaient arrêté de faire il y a quelques années, ils sont prêts à travailler avec l'industrie de l'armement. Il y a quelques années, Google avait eu de la part de ses employés une espèce de grève interne en disant qu'on ne peut pas travailler avec le Pentagone. Maintenant, Google travaille avec le Pentagone. Et on voit où sont les intérêts. Il y a à la fois un service aux citoyens globaux, puis un service aux entreprises et aux États qui est assez problématique. Et ça se fait en Wallonie, sans aucune supervision du monde politique, dans un monde où les cabinets ont été complètement déracinés, il n'y a plus personne qui travaille dans les cabinets avec une capacité de pouvoir analyser ce que Google fait, avec un copier-coller du discours de Google au niveau du politique. Et je pense que nous, on s'est heurté à une opacité telle que moi, je ne l'ai jamais vue, alors qu'on a bossé sur des sociétés bien plus, a priori, nauséabondes. Moi, j'ai interviewé le prince Laurent, donc... Voilà. Et nous, on s'est pris chez Médor 50 procès par Bolloré, et on a eu beaucoup plus d'infos du groupe Bolloré qu'on en a eu de Google. Donc, et pour ça, ça pose question. Maintenant, on peut prendre vos questions. Mais... Oui, bonne idée. Oui, il y en a là. Est-ce qu'il y a un micro pour le public ou est-ce que je me balade et je t'ai prévenu ? Je vois que ça bouge au-dessus, mais... Oui, il y a un micro. Attends, Quentin, tu vas... Il y en a même deux, il y en a un deuxième qui va venir. C'est bon, ça fait. Moi j'avais plusieurs questions. Il y a la question du foncier que vous n'avez pas vraiment abordée, puisque vous avez parlé quand même d'une société qui exproprie pour l'État, et donc il y a bien un moment donné quand même où l'État est cheville ouvrière de tout ça. Et moi j'aurais voulu qu'on élargisse un petit peu le débat, parce que je trouve que je suis française, je fais un peu de politique dans la ville de Valenciennes, pas très loin. Et je ne sais pas si vous avez vu que grâce à Emmanuel Macron et à Choose France, on va avoir le droit à un investissement de 75 milliards d'euros de la part de SoftBank, un investisseur chinois dans l'intelligence artificielle, le japonais qui est dans l'intelligence artificielle et qui a l'intention de dépenser 45 de ces milliards rien que dans les Hauts-de-France. Donc c'est pour vous montrer la similarité des destins, parce que moi je me bats un peu contre, disons, un espèce de discours très mécanique chez les hommes politiques aujourd'hui qui vous parlent de réindustrialisation, ça c'est super, voilà. Mais ça veut dire quoi la réindustrialisation? C'est ce que j'appelle moi l'industrie de l'entrepôt. On a d'abord eu la logistique, Amazon, etc. On en a partout dans les Hauts-de-France à cause de la centralité de la région, mais la Wallonie c'est la même chose. Maintenant on a les data centers, c'est encore pire parce que c'est pas juste du foncier qu'on grille, il y a des terres agricoles souvent de très bonne qualité, c'est aussi ce qui reste d'eau, parce que nous dans l'enseignement on est en stress hydrique, hein. Et tous leurs projets c'est des usines de cathodes, donc c'est hyper, en plus c'est du Céveso très très risqué, donc il y a l'impact sur l'électricité de tous ces data centers qu'on veut nous installer. Et on a l'impression qu'il n'y a personne qui fait les comptes à un moment donné. C'est une espèce de course en avant, parce que les politiques doivent avoir des perspectives de développement à proposer aux populations. Et c'est juste, on a l'impression que c'est un peu, c'est un poulet sans tête qui court. Il y a plus de pilote dans l'avion. Moi, je le ressens vraiment comme ça, puisque dans le Valenciennois, il n'y a plus d'eau. Voilà. Et il continue. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, parce que je pense qu'il y a une volonté très claire. Parce que moi, je travaille aussi pour le moment avec l'Observatoire des multinationales en France qui font plusieurs enquêtes aussi sur Google. Et en fait, d'abord, ce que vous dites par rapport aux Hauts-de-France, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une volonté de pas trop s'éloigner les uns des autres.
Et donc en fait, si Google est ici à Saint-Guilain et qu'il y a toute une économie locale qui se met dans les Hauts-de-France, ça permet d'avoir des sous-traitants potentiels, une microéconomie qui se crée, mais sur 2 États différents. Donc, c'est déjà cette bordel entre la région wallonne et le fédéral, vous imaginez entre la région wallonne et le gouvernement Macron. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce que met en avant notamment la dernière enquête de l'Observatoire des multinationales, c'est que Google choisit à dessein des régions qui sont excentrées, qui sont rurales ou qui sont très pauvres. Farciennes, je vous le rappelle, est depuis des dizaines d'années la commune la plus pauvre de Belgique. Pourquoi Google choisit spécifiquement Saint-Guilain, Farciennes, la Creuse? Il y a des projets en Creuse en France. C'est la diagonale du vide. Voilà. Donc il y a une volonté, c'est vrai, de s'installer dans des régions où, il y aura peu de mobilisation citoyenne parce que les gens sont éclatés géographiquement parlant, où il y a une population qui est souvent vieillissante, des villages où il y a peu de jeunes qui pourraient prendre les choses en main, et des autorités locales qui sont extrêmement demandeuses d'argent facilement fait. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas aborder, mais c'est dans l'enquête et on voulait vous obliger à acheter notre magazine en sortant. Il y a aussi le jackpot local, qui est un vrai sujet également. L'argent réalisé grâce à Google par les communes est supposément important. Je vous dis supposément important parce que là, de nouveau, on n'a eu aucune réponse très claire. On sait qu'effectivement, sur la taxe foncière, le précompte immobilier, l'achat des terrains, on sait que ça, ce sont des sommes très importantes qui ont été débloquées et donc dans l'escarcelle des communes concernées. Par contre, on a en Wallonie ce qu'on appelle la taxe motrice. Moi, je ne la connaissais pas encore, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la taxe motrice. Mais donc, c'est une taxe qui a été créée il y a des années et qui était censée être là pour des entreprises qui avaient des moteurs ou des choses qui étaient énergivores. Et donc, ces entreprises qui voulaient s'implémenter, arriver en Wallonie, devaient payer cette taxe motrice à la commune dans laquelle ils s'implantaient. En 2006, Marco, le projet Marshall, le plan Marshall, etc., dit non, cette taxe motrice, ça va empêcher des grands noms, 2006, donc pendant que Google est en train de s'installer. Ça va empêcher des grands noms de venir s'installer. Donc en fait, on va arrêter cette taxe motrice, mais on ne peut pas laisser les communes tout d'un coup sans argent. Donc c'est la région wallonne qui va compenser les communes et les entreprises ne payeront rien. Ça veut dire que depuis 2006, Google ne paye plus cette taxe motrice à l'État, au gouvernement régional wallon. Par contre, le gouvernement wallon verse chaque année plusieurs millions d'euros de compensation à la commune de Saint-Guilain. Et quand on a posé clairement cette question à la commune de Saint-Guilain avec quels sont les montants que vous recevez de Google, c'est à ce moment-là qu'ils ont fermé les écoutilles, ils ont dit on ne vous répond plus. Donc il y a un enjeu de jackpot locaux et je pense que les gens de Google sont loin d'être imbéciles. Ils choisissent à dessein des régions où il y a moins de monde qui risque de râler et plus d'autorités qui ont besoin d'argent. Et des besoins d'emploi, mais qui ne sont pas forcément grands, voilà, qui ne sont pas, voilà. Mais avec, juste pour compléter, alors, monsieur pose sa question, ça pose quand même un enjeu de transparence au niveau local, parce que la question des finances communales, les finances communales sont censées être transparentes. Elles sont censées être accessibles à la demande d'un citoyen, qu'il soit de la commune, idéalement, ou pas de la commune. Voilà, on a des lois sur la transparence des documents. Donc c'est un petit peu étonnant, en fait, quand nous, on fait un travail qui était un travail de fond. Ce qu'on a fait à Saint-Guilain, c'est qu'on a demandé d'avoir accès à tous les permis depuis l'installation de Google, donc les premiers permis délivrés en 2008 puis 2010. Et ça, on a eu l'accès. Ça a pris du temps, mais chouette échevin de l'urbanisme qui est prêt à un moment à donner une interview. Et ce qui est très très questionnant, c'est qu'à un moment, il fait volte-face, alors qu'il était sympa, et qui dit « ma bourgmestre ne veut pas que je donne une interview, elle renvoie à Google pour toute question ». Alors que nous, notre question, c'était pas sur Google, c'était simplement des questions sur qu'est-ce que vous mettez en place au niveau. Vous avez le règlement urbanistique qui dépend de la région, donc vous êtes sous cette obligation, ce n'est pas les communes qui font les règlements urbanistiques. Est-ce que vous avez un point d'attention à un certain moment sur certaines choses dedans? Et ce qui est très problématique, c'est qu'en fait, on a une installation de data center validée par la région wallonne, soutenue en termes d'aide à l'emploi depuis au moins 2007, et il n'y a pas eu une seule réflexion de se dire les data centers sont un bâtiment peut-être un tout petit peu spécial. C'est déjà des sites Céveso parce qu'il y a énormément de réserves d'essence, parce qu'en cas de panne,
il faut faire passer de l'essence. Donc en termes de litres, c'est en noir, mais parfois ils ne noircissent pas tout. On est sur des centaines de milliers de litres de réserve d'essence, donc c'est pour ça que c'est des petits Céveso, comme on appelle ça. Mais par ailleurs, il n'y a jamais eu un moment de se dire, en fait, c'est des bâtiments extrêmement énergivores, qu'on arrive vers un truc, on voit ce qui se passe aux États-Unis, qui ont quand même 4-5 ans d'avance. Quand on regarde les articles sur Internet, les premiers articles où les gens s'alertent sur les data centers aux États-Unis, c'est 2017-2018, hein, donc on est quasiment il y a 10 ans. Et il n'y a pas eu de démarche de la part d'aucun ministère de dire on va faire une réglementation spécifique data center, puisqu'on soutient une politique data center. Et ça, elle est avouée, la politique. Et donc, voilà, nous, on a parlé avec 2 experts urbanisme qui ont dit on est incapable de répondre à vos questions, ULIH, UC Louvain, parce qu'ils disent, il y en a un qui a fait une comparaison assez bizarre, mais que je trouve valide, qui a dit, mais c'est un peu comme vous savez, avant, il n'y avait pas de règles pour les piscines. Il fallu attendre qu'un enfant se noie dans une rigole de piscine pour qu'on fasse une réglementation urbanistique sur les piscines. Et donc, il a dit, il faudrait qu'on attende un problème sur les data centers. Et là, nous, les urbanistes, au niveau juridique, ou juristes en urbanisme, on sera saisis par la région pour mettre une réglementation, donc on arriverait une fois de plus en retard sur ça. Sauf que le problème, c'est qu'on ne parle pas, les piscines, à mon avis, ne sont pas censées rapporter 200 ou 300 millions par an à la collectivité. Et là, on est sur quelque chose où on a un plan de notre... C'est dans la déclaration de politique régionale de M. Delimon. La dernière, il a quand même dit, et ça on le signe dans le papier, il nous faudra des serveurs et des cerveaux. Nous, on a posé les questions à M. Delimon, donc c'est le ministre président de la région Wallonne, pour vous éclairer peut-être. Et quand on lui a posé, la première salve de questions, c'est des questions générales, et puis quand on a eu des informations, je lui ai reposé des questions plus précises. Et à ces questions plus précises, il nous a répondu « Ah oui, l'analyse est en cours. Ça fait 20 ans que Google est sur le sol, et l'analyse est toujours en cours. Alors je ne sais pas comment ils analysent, mais moi personnellement, même en travaillant à la RTBF, je trouve ça très très lent. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu délicat. Monsieur, vous voulez réagir ? Je veux d'abord un petit témoignage, parce qu'en fait j'étais journaliste pour la télévision locale de Mons, et sur le côté parano notamment. Et moi j'étais à la première réunion d'information des habitants, ça se passait à la Maison 4. Je ne sais pas si d'autres personnes qui étaient ici, donc je sais quoi, quelle année, 2-3 ans avant, hein, plus ou moins. Et on était, je sais pas, une dizaine d'habitants de Saint-Guilain. Et ça ne s'appelait pas Google, évidemment, ça s'appelait Crystal Computing, si j'ai bien... C'est toujours le nom, c'est Crystal Computing, qui est la société... Voilà, il n'y avait évidemment personne de Google, c'était les architectes, qui étaient des gens de Charleroi, je pense, si je me souviens bien, et qui venaient expliquer... et on a notamment posé la question, mais c'était énorme ce toit, pourquoi on ne met pas des panneaux photovoltaïques? Non, peut-être... Bon, maintenant, apparemment, ils en ont mis... Donc, je suis rentré, moi. Et donc, pour l'inauguration, on invite la presse, évidemment. Là, on est bien canalisé. Et donc, on rentre dans les bureaux. Je sais pas, vous n'avez pas pu rentrer non plus dans les bureaux. C'est des bureaux. Mon mari y est rentré une fois, donc il y a un open space. Et puis, l'entrée, c'est une table de ping-pong, un billard, une guitare, un jukebox, voilà, à l'américaine, qu'on montre. Et le reste, il y a une porte, et à partir de là, c'est... je ne sais pas ce que c'est. On ne peut pas faire de photos, même à travers la fenêtre, on ne peut pas regarder. C'est hyper... c'est des ordinateurs en suivant, on peut quand même faire une image. Non, même ça, même la manière dont ils sont mis, donc c'est très très compliqué. Vous avez commencé à... J'allais finir par une question. Vous avez commencé à répondre un petit peu, parce que moi, ça m'a frappé déjà la façon dont... Parce que même sur le chantier, quand il n'y avait pas encore de mur, il y avait déjà des fameuses grilles locales avec des gardiens avec des chiens autour. Hein. Donc on pouvait même, parce que nous, bon, là c'est pour faire une petite image, tiens, où on en est, même ça on ne pouvait pas filmer. Ah bon, c'était pour dire à quel point, pour illustrer pour les gens qui n'ont jamais vu. Mais c'est sur les réactions des politiques, parce que évidemment, j'étais à 2-3 conférences de presse en grande pompe, invité par Google et Kifour et tout le bazar, mais évidemment tout le monde est là, les bourgmestres. Et donc, je ne sais pas, pour le bourgmestre de Saint-Guilain, bon, maintenant c'est changé. Donc voilà, oui. Quelle réaction vous avez eu d'autres élus de la région? Est-ce que
vraiment, il y en a qui se posent quelques questions ou pas. Ben, on a eu un bon accueil de la commune de Farciennes qui nous a invités. En fait, j'ai débarqué à Farciennes, c'était pas vraiment prévu. Je voulais montrer à Janine, la collègue néerlandophone qui n'est pas là ce soir, ce que c'était le chantier à Farciennes et ce que c'était Farciennes avec l'ancienne tour de la mine, etc. Je voulais qu'elle voie un peu dans quoi ça s'inscrivait, le passé industriel, etc. Et donc on a débarqué et puis alors je me dis mais en fait on est là, c'est con. Peut-être que le bourgmestre est là. Et donc j'ai la chance, via mon travail à l'RTB, d'avoir quand même pas mal de contacts. Donc j'ai envoyé un message à M. Bayet. J'ai dit bonjour, M. Bayet, Maïté Marland, on se connaît. Là, je travaille pour Médor. Est-ce que vous êtes là? J'aurais des questions à vous poser sur les data centers de Google. Ayant reçu plusieurs refus déjà de Saint-Guilain, de Google, d'autres, je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Il me répond tout de suite, je transmets vos coordonnées à mon chef de cabinet. Et dans les 10 minutes, son chef de cabinet m'appelait en me disant, Monsieur le bourgmestre n'est pas là, mais moi je vous reçois, vous pouvez être là quand? Et donc j'étais là, je dis ouais, 3 minutes, ok, j'arrive, venez. Et donc ils nous ont reçus, c'était agréable, on a eu une grande discussion avec eux. Mais la différence, c'est que Farciennes est seulement en construction. Et du coup, toutes les questions piquantes, emmerdantes, ils ne pouvaient pas me répondre, puisqu'ils ne les avaient pas encore. Ce qu'ils assument, et je trouve que c'est aussi mis en partie dans l'enquête, c'est qu'ils assument qu'effectivement c'est un jackpot pour la commune, qu'à Farciennes ils ont déjà prévu 2 écoquartiers, à Farciennes, des écoquartiers, donc des écoquartiers à Farciennes. Ils ont une discussion pour le moment avec Google pour qu'un réseau de chaleur soit implémenté, parce que donc il y a le refroidissement, etc. Et donc certains à Saint-Guilain, c'est de la chaleur qui est relâchée dans la nature, et donc nos riverains qu'on a interviewés nous disaient parfois on a un brouillard constant. Et ça, c'est la chaleur qui ressort. Ici, à Farciennes, apparemment, et c'est ce que disait Quentin, il y a quand même une évolution dans la réflexion en matière de qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie qu'on dégage. Et donc là, ils ont proposé à Farciennes ce réseau de chaleur à charge de Farciennes. C'est-à-dire qu'ils me disent, oui, mais ils ont investi 20 millions. 20 millions pour Google, je veux dire, c'est 50 centimes pour nous, même pas. Hein. Mais donc, ils ont investi 20 millions pour pouvoir nous proposer ce réseau de chaleur. Et je dis, ah, mais c'est super, ça veut dire que Google vous offre le réseau de chaleur? Non. En fait, maintenant, il faut que Farciennes, commune la plus pauvre de Belgique, dans un plan oxygène, dans un plan d'économie régionale, fédérale, trouve les sous pour faire un réseau de chaleur. Et donc, ils ont l'espoir, et je les crois vraiment sincères, d'avoir ce réseau de chaleur pour pouvoir, de mémoire, chauffer 2000 ménages, dont beaucoup des cités sociales qu'ils ont, avec des personnes précarisées, la piscine communale, les écoles communales. Donc ça, c'est super. Mais quand je leur pose des questions un peu plus en amont en disant « Ok, mais combien ça va vous rapporter et combien ça va consommer et quelles sont les conséquences pour nos citoyens ?» Ils me disent « Revenez dans 2-3 ans. » Et peut-être que dans 2-3 ans, quand j'y retournerai, il ne me répondra plus et il m'ouvrira plus sa porte. C'est ce que je suis, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. Donc c'est vrai que de Farciennes, on a eu une porte ouverte, mais dans des conditions qui sont idéales quelque part pour eux, parce qu'ils peuvent faire la promo de Google, puisqu'ils n'ont pas encore les inconvénients ou les retombées financières importantes qui leur permettent de... Pour le reste, celui, je vous avoue que par manque de temps et parce que le projet est beaucoup moins abouti, on n'a pas contacté. Et au niveau des ministres, en fait, on a eu des réponses de Deken et de Delimont sans souci. Neven, qui est pourtant la ministre en charge, ne nous a jamais répondu. Et puis après la deadline, une semaine pile après la deadline que je leur avais donnée, le porte-parole m'a répondu « Oh, désolé, j'étais dans les choux, je l'ai complètement oublié. » Voilà. Donc, j'avais eu la réponse de 2 autres ministres, donc ça m'allait. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a une... Au niveau local, tout le monde est, mais voilà, mais donc non, l'administration de Saint-Guilain, Madame Monnier, c'était... Saint-Guilain, rien du tout, franchement. Voilà. Puis après, il faut quand même dire, mais ça c'est un contexte plus large qui dépasse la question de Google, mais avec la coupe des membres dans les cabinets, et les coupes par rapport à ça, en fait, il arrive très très souvent que nos journalistes, on contacte un cabinet, et là où on avait une réponse dans les 4-5 jours, alors avant on avait droit à des interviews, alors ça maintenant c'est terminé. Les interviews en direct avec un ministre, ça n'arrive plus. Il y a un filtre qui est fait, donc en fait on renvoie vers le SPW tout. Or le SPW c'est un bras administratif, en fait ils ne sont pas sur la question politique, ils répondent sur l'administratif, mais maintenant en fait c'est très très compliqué d'avoir un ministre ou une ministre en interview, d'ailleurs ça n'arrive plus du tout. C'est un filtre fait par les porte-paroles, on ne reçoit plus que des réponses par mail. Quand ça arrive, ils sont très très en retard parce qu'ils ont plus assez de gens dans les cabinets. Et ce n'est pas la réponse de la ministre ou du ministre, c'est la réponse du conseiller ou de la conseillère qui a rédigé
et par qui c'est repassé? Par la responsable communication, puis par le chef cab, et ça a été envoyé à Quentin ou à moi. Mais donc effectivement, et ça sort de Google et de cette thématique-là. Moi hier j'ai encore fait un sujet pour la RTBF sur la justice qui estimait que les banques devaient dès à présent rembourser les victimes de phishing. Là pareil, j'ai contacté les cabinets, etc. Et en fait, tu n'as plus de possibilité d'avoir une interview du ou de la ministre. Ils t'envoient des codes, envoie-moi tes questions par écrit, et alors tu reçois par écrit. Et si tu veux reposer une question, après on ne te répond plus, puis on te répond « Ah merde, pardon !» Parce que ce qui est bien dans les interviews quand tu as un ministre ou une ministre en face, c'est que quand il dit une connerie, quand il se perd, quand il se contredit, tu peux réagir en disant « Attends, mais c'est pas ça qui était prévu. » Et en fait, en ne répondant que par écrit, il s'évite ça. Et non seulement il s'évite ça, mais en plus, quand toi, des fois, tu poses des questions, et puis dans une réponse, ça t'interpelle, tu te dis « Mais enfin, c'est pas... » Quand tu renvoies en disant « Attends, là, ça implique ça, est-ce que tu peux, machin ?» Et là, après, on te dit « Non, mais là, on n'a plus le temps. On t'a déjà répondu, il faut nous l'appeler. » Donc en fait, ils ne permettent plus la confrontation, ou en tout cas de moins en moins souvent, sauf quand c'est des sujets qui les intéressent ou pour lesquels ils ont intérêt à se mettre en avant. Ça, c'est vraiment un constat mais qui est global de tous les journalistes et peut-être moins au niveau local. Je pense qu'au niveau local, c'est peut-être... Ici, on est mal tombé, peut-être, mais au niveau local, c'est un peu moins comme ça, mais au niveau régional et fédéral, c'est impossible d'avoir une interview en direct. Au niveau de l'intercommunal, et au niveau de IDEA, l'intercommunal, vous avez eu contact aussi. Oui, bien sûr. Et la réaction À côté de la plaque. Ils ont répondu une langue de bois en nous disant une question sur deux, secret professionnel, secret Google, secret professionnel, enfin secret d'entreprise, pardon. Et on a eu quelques pistes, mais rien, vraiment une réponse. Je l'ai envoyé à Quentin et je lui ai répondu. C'est ce que j'ai mis dans le message. Voilà. On a cité dans le papier, comme ça vous n'aurez aucune excuse pour ne pas acheter le Médor. On a cité, en fait, la seule fois où il y a quelqu'un de chez nous, c'était en anonyme, à parler à deux chercheurs universitaires, en disant, en fait, il y a un problème, c'est que comme nous, chez IDEA, on est en fait un petit peu en niveau d'interface entre Google et la région, parce que c'est nous qui cédons les terrains, nous sommes obligés, on les nettoie, on les met à disposition, c'est nous qui captons en fait le prix d'achat, etc. Et puis après, on rend compte d'abord aux communes et puis après ensuite à la région. Et il y avait une des administratrices en anonyme qui se plaignait de disant nos NDA, donc les Non-Disclosure Agreements, donc les pactes de confidentialité, nous empêchent en fait de communiquer clairement, parce qu'en fait on est restreint par des juristes, les juristes de Google, et le monde anglo-saxon est assez friand de ce genre de pratique. C'est vous signez un document et vous dites on ne va pas parler de ce qui se passe de façon générale. Et donc IDEA à la fin, alors à la région Wallonne à l'origine avait fait au début où il commençait bien avant même la fondation de Crystal Computing, donc c'est avant qu'ils créent une société en Wallonie, la société américaine qui n'était pas Google et qui négociait avait fait signer des NDA à la région Wallonne, donc c'est la norme. Alors nous on a posé la question en fait à toutes ces instances, de dire est-ce que vous, mais une question assez candide, est-ce que vous avez signé un NDA? Parce que ça quand même vous avez le droit de le dire, les signer ou pas, à moins que vous ayez un super NDA. Oui, oui, parce qu'il y a ça en droit anglo-saxon, ce qu'on appelle les super injunctions, c'est en fait tu n'as même pas le droit de dire que tu n'as pas le droit de dire. C'est comme ça que Weinstein et Epstein. Voilà, oui. Oui, ça s'appelle la suite. Mais donc, et donc, on n'a jamais vraiment eu de réponse à cette question-là, parce qu'on a demandé à la commune de dire, en fait, vous pouvez aussi nous dire, on ne peut pas vous parler, parce qu'en fait, on a signé un contrat et on a juste le droit de rien vous dire. Et ce serait une information. Et ça aurait été une bonne information, mais ils n'ont pas répondu à ça. Et en fait, l'idée, c'était juste plein de dire, en fait, à cause de ça, on ne peut pas, nous, comme intercommunal, communiquer efficacement par rapport aux politiques wallons, l'exécutif wallon. Du coup, l'exécutif wallon se pose des questions sur, en fait, ça crée combien d'emplois ce truc? C'est quoi ce machin? Parce qu'ils n'ont même pas, eux, d'études par rapport à ça. Donc, en fait, ils peuvent regarder les chiffres de la Banque nationale, comme nous, on l'a fait. Et nous, quand on a édité le papier, nos éditeurs chez Médor ont dit « Mais vous rigolez avec votre truc de les indirects, les soutenus, les machins, c'est n'importe quoi. Il y a les directs de la Banque nationale, et c'est quoi les autres ?» Et j'ai dit « Mais ça, c'est le discours de Google, et c'est assez intéressant, parce que c'est comme ça qu'ils acheminent leur valorisation économique là-dedans. » Allez-y, monsieur. Oui, vous êtes en train de répondre en fait à ce que je voulais demander, parce que tous les jours je passe là,
Et donc la photo, là, elle est prise près du rond-point. On voit là la première implantation, les tout, enfin, je mappe là. Et là, c'était le piquet plat. Donc il y avait énormément de végétation. J'ai plein de photos qui montrent ici, c'était tout vert. Et depuis plusieurs années, chaque fois que je passe, d'abord, il y a eu un tas immense de troncs d'arbres qu'on a abattus. J'ai mis sur Facebook et tout ça en demandant si quelqu'un savait. La seule réponse, ça n'intéresse apparemment personne. Puis après, il y a eu un grand panneau comme quoi c'était une zone de valorisation des terres. Et donc, apparemment, c'était payé par l'IDEA. Je pense avoir même vu des articles au niveau européen. C'est une valorisation d'une friche industrielle. C'est extraordinaire. Bon, pour des pâtures. Et puis, là maintenant, depuis des années, on voit des centaines de camions qui passent. Et là, sur plusieurs centaines, enfin, sur une centaine d'hectares, je ne sais pas estimer, mais ils ont monté quasiment la hauteur de la pièce ici, de terre. Donc c'est pharaonique, c'est immense. Et puis là maintenant, ils sont en train de faire une grande bassine avec les tuyaux. Je suppose que c'est pour stocker l'eau qui viendra du canal. Et alors il y a un grand panneau, IDEA, aménagement du site piquet plat. Et je me dis, mais qu'est-ce qui paie tout ça, en fait? Vous avez répondu, qui est-ce qui paie? C'est les contribuables? C'est IDEA, donc c'est l'intercommunal. Donc effectivement, ce sont des fonds. C'est nous. C'est en partie. Après, est-ce que Google intervient? Certainement, parce qu'on repère quand même que, et en Belgique et ailleurs, ils arrivent toujours à aider financièrement d'une manière ou d'une autre. Donc, ils interviennent toujours d'une manière ou d'une autre financièrement, à des moindres mesures évidemment par rapport à ce que ça va engranger pour eux. Mais je pense qu'effectivement, en partie, c'est l'intercommunal qui paye, donc de facto la région wallonne, et donc de facto nous via nos taxes. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et le piquet plat, je ne retombais pas sur le nom de la ferme, donc merci, parce que c'est effectivement le nom de la ferme de la famille en question qui a été expropriée. C'était une grande zone où c'était connu pour le crossage. Le crossage, c'est ça. Et eux, c'était la ferme où il y avait le crossage. Oui. Et c'était toute cette famille-là qui s'est fait exproprier. Et René, donc le monsieur qui a 93 ans, c'était le mari de sa femme, est né, vraiment, littéralement, sa maman a accouché d'elle dans cette ferme. Et donc, quand il me parlait de ça, il avait les larmes aux yeux voilà, de quelqu'un dont l'histoire a été détruite, abîmée pour ça. Et alors qu'il me dit, et moi je ne sais même pas ce que c'est Google. Je trouve ça vraiment génial. Il faut savoir qu'il y a quand même encore une ferme, parce qu'en fait, moi, nous, en fait, ma soeur, notre rue. Ok. Mais on n'a pas levé la main quand on a parlé de Saint-Glin, parce qu'on est sur Glin. Oui, c'est Glin. Merci. Donc voilà, donc nous sommes de Glin, la rue qui m'arrête. Donc ça, c'est ce qu'on voit maintenant de chez nous. Et ça nous anéantit, on est vraiment très triste par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a toujours une ferme. Donc il y a le piquet plat qui a en effet été démoli. Il y a toujours une ferme, mais que cette ferme, en effet, a perdu une partie de ses terres. Ils ont été expropriés sur une partie de ses terres. Qui ne veut pas nous répondre parce qu'ils ont des chevaux et en fait ils ne peuvent pas parce que... Non, c'est pas les chevaux. C'est l'autre. Oui, enfin il y a aussi les chevaux un peu plus loin. Côté, ouais, mais non, là il y a des vaches. Oui, d'ailleurs, en fait, avant de venir, je l'ai contacté pour lui dire tu pourrais peut-être. Ils n'ont pas voulu répondre. Mais ils auraient. Enfin, voilà, ici, ils ne savaient pas trop de quoi je lui parlais apparemment, mais ils sont tenus par le silence en fait. Donc là, la ferme existe toujours, mais donc ils ont perdu des terres, et donc c'est très difficile. Ce qui est très triste, c'est le fils qui veut reprendre cette ferme, qui a repris la ferme, et qui se retrouve coincé par tout ça. Voilà, enfin, je pense que, je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose, mais c'est vrai qu'en habitant donc, dans la rue, on n'a aucune information. Donc si nous on ne va pas chercher les informations, on ne les a pas, c'est vraiment très difficile. On est allé aux réunions en 2024 et ici encore une ici fin de l'année 2025. C'est très difficile d'avoir des réponses. En 2024, j'avais réussi à mobiliser quelques riverains en leur disant on va savoir ce qui va se passer au piquet plat, parce qu'on entendait parler mais on ne savait pas quoi. Et en fin de compte, quand on est arrivé là, on nous a montré d'autres projets. Et quand on a demandé, oui, mais au piquet plat,
ah non, ils nous ont joué le jeu qu'il n'y avait rien qui se préparait au piquet plat. Et puis un an après, on nous a sorti le piquet plat. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très malhonnête. Je me suis d'ailleurs un peu fâchée à la réunion de fin 2025. Voilà, j'ai peut-être pas été toujours très correcte. Et voilà, et donc nous en tant que riverains, c'est même pour nous difficile d'avoir des informations, soi-disant qu'on allait recevoir dans nos boîtes aux lettres, tout ça, on ne reçoit rien. Rien, c'est au bout de notre rue. Voilà. Et en effet, tout ça, moi je suis originaire, ma famille est là depuis 4 générations dans ce quartier-là. Et donc voilà, c'était des champs, puis là maintenant on se retrouve avec ça. Alors il est question d'une éolienne qui va grandir, enfin on a déjà, on va en avoir 5, on en est à 8 je crois, 8 ou 9, et il y a une de ces éoliennes, on a appris récemment, qui va, je crois, doubler, enfin voilà, qui va devenir vraiment immense. Et on a appris ça aussi par hasard. Voilà, on n'est pas informé réellement. Oui, c'est ce que les riverains me disaient aussi, ceux que j'ai interviewés me disaient, c'est qu'ils mettent des fois les panneaux jaunes, les fameux panneaux avis de l'urbanisme, etc. Ils les mettent sur des grilles, là où il y a la grande route, où personne ne peut s'arrêter, ou alors dans un coin de rue que personne ne voit tout d'un coup. Et voilà, et puis des fois, un des riverains me disait, moi j'ai fait une photo, je suis allée à la commune en disant mais c'est quoi ça? Et on m'a répondu ah mais non c'est une erreur, machin, enfin. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et Saint-Guilain et Mont-Surfil là-bas aussi. C'est pas nous, c'est eux, c'est pas nous, c'est nous. Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a une question là. Il y a une question là aussi. Pardon. En fait j'ai 2 questions. La première question c'est les recherches, j'ai l'impression souvent ils viennent assez tard dans le processus. Et vous avez parlé que Google va aussi vers Bruxelles. Comment on peut faire qu'on a ces informations plus tôt, qu'on s'entraîne à faire des meilleures recherches, les citoyens s'entraînent à aussi faire des recherches. Et puis la deuxième question, est-ce que vous avez des exemples des régions où il y a des citoyens qui s'organisent et comment est-ce qu'ils s'organisent, c'est quoi les stratégies qu'ils font? Parce que par exemple la Sombreville, mais eux ils vont mieux expliquer. Il y a des citoyens qui sont en train de s'organiser, mais donc Oui, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Du coup, à Farciennes, il y a une lutte locale qui est en train de se monter avec un groupe de citoyens qui veulent lutter contre le projet de data center Google, qui sera donc à cheval entre Esoprel, Sambreville et Farciennes. Et ils et elles ont déjà introduit un recours contre le tout dernier permis qui proposait de quadrupler la taille d'un 2e data center. On est encore en attente de nouvelles par rapport à ça, mais du coup ce serait cool si jamais il y a moyen de les mettre en lien avec des personnes de Saint-Guilain. Voilà. Juste pour rajouter que notamment ils font ça en partenariat avec Occupons le terrain, pour celles et ceux qui connaissent sur des capitaux d'accaparement de terre agricole pour d'autres raisons. Et du coup c'est une bonne ressource par rapport à ça. Super, merci beaucoup. Il y avait une question là-bas au-dessus, oui, madame et monsieur, c'est ça. Vous voulez pas répondre à la question avant? Je sais pas, parce que effectivement, ah oui, ça m'intéresse aussi de savoir quels sont les moyens de résistance. Moi j'ai d'autres questions. Pardon, toutes mes excuses. Vas-y, Quentin, peut-être donc sur la question de... Non, je pense en fait sur la question de l'information, tel que vous venez de le dire, sur le fait que vous n'êtes jamais informé, il y a normalement quelque chose qui s'appelle le consentement éclairé dans le cadre de projets d'infrastructure. Et souvent on fait la leçon au pays du Sud. Enfin, moi je travaille beaucoup au Congo où on a plein d'ONG belges, etc. On a même notre coopération de développement qui paye des gens pour dire dans le cadre d'un tel projet minier, on va former des ONG pour que les gens fassent part et qu'ils réclament leur consentement éclairé, qu'ils aient des compensations avant d'être évincés, etc. Ce serait très bien qu'on brosse devant le trottoir de temps en temps en se disant qu'en fait, ceci, ça arrive aussi en fait en Wallonie, ça arrive à Bruxelles, en Flandre, des gens se font parfois des problèmes, se font évincer de leur endroit pour des raisons de logique économique. Donc on n'a pas de leçon à donner à d'autres endroits où on dit luttons pour le consentement éclairé. Les consentements éclairés, ça passe par la consultation citoyenne.
Et les consultations citoyennes, alors moi je ne les connais pas trop sur le niveau du data center parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y a des embryons de demandes sur tous les projets de ce qu'on appelle de capture de carbone, donc ça s'appelle Carbon Capture and Storage, où là il y a des choses qui sont en train de se créer, notamment au niveau périphérie d'Anvers, etc., où des citoyens sont assez actifs par rapport à ça et disent en fait il y a dans la loi le fait à pouvoir être éclairé par rapport à ça, donc c'est les demandes de documents, et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait vous y avez droit. Et nous, le problème c'est que comme journaliste, en fait on travaille 3 mois sur le sujet, mais en fait les demandes d'accès à la CADA, donc la commission d'accès aux documents administratifs, ne prennent pas 3 mois en général, ils prennent beaucoup plus de temps, dans un système très inefficace. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des collectifs citoyens, parce que idéalement les journalistes le font s'ils ont le temps de le faire dans le cadre de leur processus éditorial, mais vous avez droit à, en fait, à avoir accès à ces documents-là. Le problème sur les data centers, et moi c'est ça que j'aimerais bien qu'on puisse changer, alors c'est pas l'article, mais c'est un ensemble d'articles et d'actions, c'est de dire que tant qu'il n'y a pas une réglementation spécifique au niveau de l'urbanisme, c'est un régime urbanistique pour les data centers, vous allez avoir, vous êtes allé les voir, donc c'est des documents qui sont insipides et qui ne donnent aucune information. Et quand Google dépense de l'argent pour avoir une étude d'incidence où ils font appel à un cabinet indépendant, voilà, pour regarder c'est quoi l'impact de ça en termes de est-ce qu'on expulse quelqu'un et c'est un problème, en termes d'accès à la terre, en termes culturels, en termes d'héritage, héritage en anglais, donc c'est en termes de patrimoine, ben ça ce n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a pas de régime urbanistique sur cette question-là en fait. Et cette question-là, elle est quand même un tout petit peu prise en compte sur les questions agricoles, par exemple. C'est en fait quand une terre agricole se fait exproprier, il y a moins d'avocats, mais on n'a rien en fait dans notre droit urbanistique. En fait, on a un droit urbanistique qui est rétrograde, qui est aussi nul que le droit urbanistique anglo-saxon, qui est aussi nul que le droit urbanistique de n'importe quel pays du sud global. C'est-à-dire, ça ne prend pas ça en compte. Donc, on n'est pas du tout avancé par rapport à ça. En termes de consultation citoyenne, en termes de dire quand on est une entreprise ou une industrie dans un endroit, comment est-ce qu'on fait de la consultation pour voir si c'est bénéfique, comment est-ce qu'on passe par là. Et je sais que tous les gens qui sont actifs sur la question de la boucle du Hainaut se heurtent à ça, et sont sur ces questions-là, et c'est compliqué parce que ça dure depuis des années, mais nous n'avons pas d'outils administratifs, juridiques, pour que cette consultation ait lieu. Donc c'est chaque fois le combat du citoyen, et donc la réponse c'est oui, mais vous êtes des NIMBY, vous voulez pas ça dans votre jardin, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour répondre à la deuxième question sur est-ce qu'il y a des collectifs citoyens qui se mobilisent ailleurs, la réponse est oui, notamment en Espagne. Donc, Google et d'autres GAFAM ont l'idée, l'objectif de se mettre sur les plateaux espagnols. De mémoire, c'est pas l'Andalousie, c'est la Catalogne, je crois, ou un des deux, pardon, je m'y perds un peu, mais... Et donc ils voulaient aller là-bas, et donc là il y a une mobilisation citoyenne avec les agriculteurs. En fait, c'est les agriculteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant attendez, là c'est pas possible, on est dans une période de sécheresse continue avec un stress hydrique jusqu'au plafond. Ils ont réussi à mettre des citoyens avec eux et même des élus locaux qui aujourd'hui se battent, et on a vu que Google commence et d'autres projets commencent un petit peu à reculer. Donc il y a un truc. Et puis au niveau étatique aussi, il faut savoir que pourquoi est-ce que Google vient aussi autant en Belgique, c'est parce qu'aujourd'hui aux Pays-Bas il y a des réflexions et il y a déjà une partie de moratoires qui ont été faites. Parce que les Pays-Bas se sont dit là c'est un peu trop, on est déjà sous le niveau de la mer, on va peut-être pas exagérer dans les menaces climatiques supplémentaires qu'on s'inflige à nous-mêmes, donc à un moment donné on va mettre un moratoire. C'est pareil en Irlande où Google était là le premier, c'est d'ailleurs là où est leur base sociale et c'est là d'où viennent pas mal de leurs ingénieurs et techniciens, etc. En Irlande, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des énormes problèmes d'électricité, notamment à Dublin, et donc il y a des moratoires qui sont en train d'être mis sur pied pour interdire la construction de nouveaux data centers et pour légiférer davantage. Et au niveau des... C'est 17% de la consommation d'électricité en Irlande. Ouais, 17%. Ça, c'est Google, quoi. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Et puis alors, au niveau des pays d'Amérique du Sud, là, par rapport aux différentes alertes qu'ils ont eues sur l'impact climatique au niveau des degrés qui remontent, ou en Inde, etc., là, on voit vraiment qu'il y a un sursaut citoyen et aussi paysans, agricoles et compagnie pour contrer ces projets-là. Après, la difficulté, c'est face à des élus qui ont une vision court-termiste
de leur mandat, d'avoir un bon mandat, de dire « Ah ben nous, on a réussi à faire venir Google. Ah ben moi, j'ai réussi à le garder. Ah ben nous, on a réussi à créer 300 emplois. » Enfin, cette contestation citoyenne se heurte à cette réalité-là et aux milliards qui inondent les pays de par ces GAFAM. Faux milliards, comme on l'a dit. Il y a des- D'abord, c'est monsieur derrière. Oui, monsieur derrière. Du coup, j'ai deux questions aussi, mais qui sont en fait directement en lien avec ce que vous venez de dire avec la consommation d'électricité. Ça, c'est un peu la première question, au niveau de la limite. Je ne sais pas du tout ce que ça représente en terawattheure, les éoliennes offshore ou onshore, mais du coup, d'après ce que moi je peux comprendre, les data centers dans d'autres pays, par exemple Microsoft, ils sont en train de racheter en quelque sorte des centrales nucléaires pour les remettre en état de fonctionnement. En Belgique, il y en a quelques-unes qui sont arrêtées à ma connaissance. Est-ce que c'est des projets qui sont potentiellement envisagés pour pallier le manque d'électricité à long terme? Et deuxième question, subsidiaire. D'après, enfin subsidiaire, juste complémentaire, d'après ce que je lis aussi sur mes longues heures sur Internet, les data centers, surtout ceux de l'IA générative, ça produit aussi une pollution sonore. Est-ce que ça, il y a un impact qui a été... Enfin, je ne pose pas la question au niveau de la conscience citoyenne de ça, parce que visiblement, il n'y en a aucune. Est-ce que quelque chose... En fait, est-ce qu'il y a des maisons à côté des projets de construction de data centers qui seraient potentiellement impactés par le bruit? Voilà. Tu veux répondre sur la question peut-être nucléaire? C'est tout ce qui t'avait marqué. En fait, sur la question de combien, quand, quoi, comment, donc on a dit il y a 19 TWh réservés à l'horizon 2035 sur le réseau belge, il y a une projection à 9 TWh vraiment effectif. En fait, c'est énorme. Je veux dire, en fait, la Belgique, c'est environ 80 TWh, hein, donc l'ensemble de la consommation. Donc voilà, ça vous donne une idée, grosso modo, qu'en gros, les data centers à terme, le plan, et qui est quand même avalisé au niveau du fédéral, je veux dire, quand Bart Wever fait un post LinkedIn en disant « je suis super content, le numérique, c'est génial, etc. », et qui va chez Microsoft, région nuage Azure, parce que c'est un petit peu le club net. En fait, il valide un peu ce truc de se dire, en fait, si on est à 9 TWh sur 80, on est sur un peu plus de 10%, et c'est ça l'horizon. C'est 10% de la consommation, et Google va évidemment jouer une part assez importante. Maintenant, si on devient un paradis du terawatt, c'est parce qu'on est dans une compétition au niveau européen avec d'autres pays. Et la question du moratoire, en fait, elle est assez importante parce que c'est pas un moratoire sur le fait de dire on le fait ou on ne le fait pas. C'est avant tout un moratoire pour dire on va d'abord faire des règles. Parce que les règles n'existent pas. C'est pas un truc de se dire en fait il y a des règles, comme sur le nucléaire, et on va dire on va arrêter, on va faire un moratoire sur le nucléaire parce qu'on a envie de faire autre chose autrement comme société. On va d'abord faire un moratoire, le temps de fixer des règles un peu nettes, un peu claires sur tout ce que ça impacte, notamment pour juste répondre à la deuxième question, sur ces questions de quels sont les impacts maintenant qu'on commence à les mesurer un petit peu. Parce qu'en fait, c'est assez récent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les États-Unis, puisque eux ont environ, je dirais, 8-10 ans d'avance sur des énormes besoins en data center, ils ont toujours commencé ça. Enfin, la Silicon Valley s'appelle Silicon Valley parce qu'ils ont d'abord été chercher le silicium en Californie avant d'aller le faire ailleurs. Et il y a une pollution historique laissée par le développement de l'industrie numérique des années 70 aux États-Unis, qui sont toujours Google paye pour de la dépollution, comme toute société de la Silicon Valley paye pour de la dépollution en Californie. Et donc ça, c'est intéressant de voir la marque qui est laissée par le numérique sur le paysage. Et donc, en gros, je pense qu'on a un petit peu sur ces questions de l'énergie, oui, il faudra à un moment, si on accepte de devenir un paradis de data center, de se dire, quel est notre parc offshore? Il est limité. Il faut savoir, par exemple, là on s'écarte un peu, mais c'est intéressant en termes de choix politiques, c'est la plus grande coopérative citoyenne énergétique, qui s'appelle Cositer, qui n'est pas très loin d'ici. Cositer s'est vu refuser sa part de parc offshore dans le parc Elisabeth. Oui, au profit de Colruyt. EcoPower en Flandre. Voilà, EcoPower aussi. C'est-à-dire, en fait, les deux grands fournisseurs d'énergie citoyenne, je crois qu'Occitanie doivent être à 20 000 environ, 15-20 000, n'ont pas droit à leur partie de parc offshore.
Mais par contre, Google, lui, négocie directement avec Engie un 120, 130 MW avec Luminus, etc. Donc voilà comment est-ce que le jeu énergétique se fait. Et ça, évidemment, bah, c'est pas terrible, de 1. Et de 2, sur la question du nucléaire, c'est pas que c'est du nucléaire ou du centrale gaz qui va remplir ça, mais à un moment, oui, il faudra remplir parce que nous, on ne va pas consommer moins d'énergie a priori. Et surtout, il y a toute la question de la transition verte pour toutes les autres industries. Et ça, cette transition verte pour toutes les autres industries, il ne faut pas la manquer. Parce qu'en fait, on est en train de nous dire il faut que Holcim, pas très loin d'ici, passe au Var. Puis Holcim dit ouais, mais ça coûte trop cher de passer au Var. On a tous les gens au port d'Anvers, BSF, etc., qui avaient promis, alors qu'ils ont reçu 500 millions d'euros de l'Union européenne pour passer au Var chez BSF et qui disent c'est pas assez. Nous, on a besoin d'avoir un petit coup de pouce en plus parce que c'est la première fois depuis 40 ans qu'on se casse la gueule en termes de chiffre d'affaires. Donc en fait, on a une pression de toutes les industries qui créent de l'emploi au niveau des gros pôles économiques, Anvers, des petits pôles économiques le long des cours d'eau, etc. en Wallonie, qui sont en train de faire du chantage au public en disant il faut que vous nous appuyiez encore plus. Et donc on appuie Google, on appuie ces endroits-là et on ne pourra pas servir tout le monde, ça c'est clair. Et pour répondre à la question du nucléaire, peut-être pour compléter Quentin, on vient de décider le rallumage de Doum 3 et Tihange 4. D'après le spécialiste Canopea qu'on a interviewé, d'après le spécialiste Canopea qu'on a interviewé, en fait, 1/6 de ce que ces deux centrales vont créer, ce sera potentiellement pour Google. Uniquement, 1/6. Donc on rallume des centrales nucléaires pour alimenter Google. Aux États-Unis, Trump a dit drill baby, drill baby. C'était pas pour mettre de l'essence sur sa Cadillac, c'était parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau fossile, il fallait y aller à fond les ballons, sinon ils n'y arriveraient pas. Donc il y a aussi cet impact-là de se dire qu'en fait, face aux énergies qui sont limitées sur la planète, on retourne à du tout fossile, à fond les ballons, et ou à du tout nucléaire, à fond les ballons. Aux États-Unis, ils attaquent un peu les data centers aussi. Oui, tout à fait. Non, mais ça commence aux États-Unis parce que de la même façon que pour le fracking aux États-Unis, il y a eu des résistances locales, de la même façon que pour les pipelines de CO2, il y a des résistances locales. Le seul truc, c'est de se dire à un certain moment, en fait, c'est quoi le choix de politique industrielle qu'on fait pour la Wallonie? Et ça, en fait, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix réel de dire vers où est-ce qu'on va. En fait, on veut à la fois faire confiance à Holcim de nous faire du ciment propre, parce qu'on a besoin de Holcim, et à la fois on veut faire confiance à Google de nous faire des données propres, etc. Mais le problème, c'est qu'en termes de politique industrielle, quand tu additionnes les emplois, c'est quand même énormément de concessions pour 600 emplois si on leur fait confiance. Voilà, ça pose question en termes de politique industrielle. Parce que tout ça... Et par rapport à la question du contrôle et de l'impact sur les citoyens, il faut savoir aujourd'hui que, d'après Wim Cassels, qui est un spécialiste de la KU d'Anvers, il explique qu'en fait aujourd'hui, les data centers ont moins de contrôle et de contrôle que les entreprises de gaz, d'énergie fossile et que même que les compagnies aériennes. Donc ça veut dire que les compagnies aériennes aujourd'hui sont plus contrôlées que les data centers. Alors c'est évidemment tout à fait normal qu'elles soient contrôlées, qu'elles aient des normes, etc. Mais se dire qu'encore aujourd'hui, il n'y ait pas eu une réflexion, enfin on nous dit que l'analyse est en cours, donc ça, mais qu'il n'y a pas eu une réflexion très concrète sur les data centers alors qu'ils sont en train de pousser comme des champignons depuis 20 ans, il y a quand même un stress quelque part, quoi. Je vous propose de prendre encore peut-être 3 questions. Monsieur est là, depuis longtemps. Oui. En fait, j'aimerais parler des alternatives, parce qu'elles existent. Par exemple, en France, il y a Framasoft qui fait depuis des années des campagnes d'écoute-luison Internet, et qui sont très efficaces, basées sur l'open source et autres. Et ça fonctionne très bien. Des outils alternatifs existent, il suffit juste de les utiliser. Ils sont là, utilisons-les. L'IA générative, bon, pour moi, ma formation initiale, j'ai un master en intelligence artificielle que j'ai eu au début des années 2000, donc c'était assez intéressant puisque les ressources informatiques n'étaient absolument pas les mêmes qu'actuellement, donc on était assez limité en IA. Et avec le développement des ordinateurs, des capacités de traitement, des capacités de stockage, on est arrivé à l'IA générative, donc de texte, d'images et puis de musique.
qui, à mon sens, est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est ces IA-là, puisqu'elles ne font que grossir, juste en lieu des utilisant, votre prompt devient une donnée. Donc, à l'utilisation même, on ne fait que faire grossir les bases de données. Les autres IA, en général, c'est des industries qui les créent elles-mêmes et qui les utilisent et qui utilisent des logiciels qui ne servent qu'à ça, n'ont rien quasi à voir avec tous ces data centers. Donc, il ne faut pas se tromper de cible non plus. Le danger, c'est les IA génératives. Les autres, bon, ce sont des outils plutôt industriels que personnels. Voilà, après, il y a toute une éducation à l'IA à donner. Enfin, moi, c'est ce que je fais dans mon métier. Après, reparlons des alternatives. Donc, il y a Framasoft en France qui est fortement développé. Quand on en parle ici en Belgique, on paraît comme des oiseaux. Ouais, c'est ça. Et les gens continuent d'utiliser les outils Google. Après, il y a Code Rouge qui peut intervenir, puisqu'il y a des gens d'ici qui aimeraient s'opposer physiquement à la construction des chantiers. C'est une autre possibilité. Mais je pense que la clé, c'est l'éducation, qui est très importante. Et puis, ce que vous disiez au niveau énergétique, si Google remet en service des centrales nucléaires vieillissantes, ça veut dire que ça va être d'une certaine manière privatisé. On n'aura plus la main dessus. Au niveau sécurité, les risques nucléaires vont être démultipliés. Donc les accidents nucléaires, les centrales sont tout proches de toutes les habitations ici en Belgique. Donc le danger, il est vraiment physique pour tout le monde, quoi, en fait. Voilà. Oui, mais ça sera un cran au-dessus, l'opacité sera encore plus grande. Personnalisé, donc Ouais. il y a un problème par rapport à ça. Non, mais juste, pas tout ça, c'est les constats au niveau de ce qu'on peut faire concrètement. Juste pour compléter, nous par exemple, enfin, notre magazine, depuis le début, donc c'est pas un choix qu'on a fait chemin faisant, on est mis en page en HTML et CSS, hébergé chez un hébergeur libre, et on ne travaille pas avec Google, c'est idéalement interdit en fait d'avoir un Google Docs comme base d'un article, et on travaille sur du Nextcloud, qui est un cloud alternatif en logiciel libre. Donc en fait, il y a moyen de trouver d'autres solutions en fait, qui conviennent, à mon avis, à 95% de tous vos besoins comme utilisateur. Il faut juste prendre un tout petit peu de temps, de se remettre à l'époque où moi je suis en 86, donc j'ai découvert Internet en 95, et c'était un moment où en fait on apprenait à coder pour faire nos blogs, et donc on était en ligne. Mais on était en ligne en se disant comment est-ce que je vais faire mon blog, et donc on apprenait le langage, etc. Il y avait un moment, là, dans notre adolescence, à cette époque-là, où c'était cool, en fait, de connaître et le langage, de savoir s'héberger, et tout ça. Et le problème, c'est que les GAFA ont amené beaucoup de facilité, en fait, donc d'efficacité aussi, mais une déperdition des connaissances par rapport, en fait, à ce que c'est un système informatique. Et je pense que la clé, c'est de reprendre la main, chacun à notre échelle, par rapport à ça. Il y a plein d'autres alternatives que de Google Drive et d'avoir un Gmail. Vraiment accessible. Je compléterai quand même juste parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus faire porter la responsabilité uniquement sur les citoyens. Je crois qu'il y a une volonté aussi politique aujourd'hui de ne plus financer l'éducation aux médias et ou au numérique, et que ça doit aussi passer par l'école, etc., ou par de l'éducation permanente et compagnie, parce qu'on ne peut pas faire peser sur la responsabilité de quelqu'un qui est en fracture numérique, qui soit âgé, pas âgé, vulnérable ou quoi. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est important aussi de se dire qu'il y a aussi une interpellation potentielle à faire auprès de nos décideurs à un moment donné, de dire c'est pas toujours à nous non plus de nous éduquer tout seuls sur ces questions-là, qui sont quand même des questions... Enfin, mon gamin de 13 ans ne saura pas faire ce dont tu parles, et ma grand-mère de 83 ans n'y arrivera plus non plus. Donc, je veux dire, est-ce que c'est leur responsabilité à elle et à lui de se protéger de ça, ou est-ce que c'est pas aussi quelque part une réflexion globale gouvernementale de se dire on a en tant que gouvernement la nécessité de continuer l'éducation sur les questions numériques, sur les questions d'éducation média, on le voit pour les fake news et enfin, voilà, pour toutes ces questions d'éducation média, donc je crois qu'il ne faut pas non plus... Vous avez vu ce qu'ils font en ce moment avec l'enseignement? Ben oui, mais je sais, mais justement... Je sais, mais bon... Non, mais là, Maïté lance un truc, mais vu l'Assemblée, il y a... Non, mais je pense que en fait, c'est une vraie question, ça. En fait, non, c'est le fait de se dire, est-ce qu'on doit faire confiance à un moment à un gouvernement pour nous donner les outils, ou est-ce qu'on peut faire confiance à un système de pairs
Parce qu'en fait, Internet a été créé, enfin le web a été créé sur base d'un système de pain, avec des gens qui ont été directs dans le business, et des gens qui ont proposé des systèmes alternatifs, et ces systèmes ont été largement silencieux ou mis de côté, et c'est juste de dire à un certain moment, quand tu es en âge d'utiliser, et c'est pas simplement une question d'un prof ou quoi que ce soit, c'est juste de dire, en fait, il y a moyen d'autres outils existent, il faut juste les visibiliser, et donc dans le magazine, par exemple, on a une enquête qui est sidérante, qui montre la dépendance de tous les niveaux de l'État, communes, régions, etc. C'est une enquête d'Apache qui montre qu'en fait, toutes nos institutions vont chez Microsoft pour les mails, vont chez Cloudflare aux États-Unis pour le serveur. Donc clairement, en fait, c'est d'abord les gouvernements qui devraient se remettre en question sur les outils. Et alors après, s'ils pourraient proposer autre chose. Mais idéalement, il y a aussi, je pense, à un moment, une question d'utilisateur qui se pose, des utilisateurs, pas de 13 ans ou 92 ans. Non, moi je parlais des personnes précaires, tu vois, des personnes vulnérables, on n'est pas tous outillés de la même manière, on n'a pas tous les moyens, on n'a pas tous... Voilà, donc c'était juste ne pas oublier ces personnes qui sont vulnérables à différents endroits dans cette réflexion citoyenne. Alors effectivement, je trouve que ce que tu soulèves sur la question des pairs est intéressant, et de se dire qu'est-ce qu'on peut créer citoyennement parlant pour justement réduire cette fracture numérique et permettre à ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité pour plusieurs raisons, de ne pas se retrouver obligées finalement d'utiliser Google et machin, parce que comme tu le dis, c'est la facilité et c'est gratuit, entre guillemets. Enfin voilà, c'était juste pour ne laisser personne sur le bas-côté que je faisais ça, c'était absolument pas, monsieur, pour valider ce que le gouvernement fait en ce moment ou lui donner des excuses. Vraiment, loin de moi cette idée. Pour lutter contre la fracture numérique, c'est pas les gouvernements qui le... La lutte. Oui, c'est bon, c'est bon. On a d'autres questions. La lutte contre la fracture numérique, c'est pas les gouvernements qui les mettent en place, c'est l'éducation permanente, vous en avez parlé, c'est toutes les petites ASBL qui... Oui, mais qui n'ont aujourd'hui plus de moyens. Donc Mais oui, mais c'est toujours la même chose, les moyens ne sont pas là. C'est qui donne les moyens jusqu'à présent? C'était les gouvernements. Ils retirent tous les moyens. Ils retirent tout. Pour nous empêcher de se réunir, pour nous empêcher de parler, pour nous empêcher de danser, tout ça. Non, je crois qu'on dit la même chose, on est d'accord, soyons d'accord. D'autres questions? Oui, il y a une... Oui, c'est les deux dernières qu'on va Ouais, du coup, j'avais juste. Enfin, je faisais partie de la lutte de Sans-Brevet et Résiliente et j'avais juste envie de réagir par rapport à ce que. Donc, désolé, c'est pas une question. Je sais plus une réaction par rapport à ce que Lionel avait dit, notamment lié au fait que maintenant les travailleurs logeaient dans des appartements, etc. Et en fait, nous, on a pu rencontrer l'agriculteur qui s'est fait exproprier 90 hectares alors qu'il en possédait 150. Voilà. Et en fait, il nous a également dit qu'il avait deux fermes, enfin deux bâtiments qui étaient maintenant abandonnés, donc des bâtiments totalement insalubres, etc. Où il nous disait que donc les travailleurs donc, qui étaient donc sur les 3 communes de Farciennes, etc., logeaient donc dans ces bâtiments-là. Voilà, peut-être juste pour ramener donc un truc à en fait, Google. Échanger vos coordonnées après, hein. Peut-être un truc à faire. Ouais, bah oui, je pense que ce serait intéressant. Enfin, bon, bref, voilà. Merci. Merci. Il y avait une question derrière vous. Ce serait pour réagir à la discussion qu'il y a eu là sur les logiciels alternatifs. Et en vrai, je trouve ça bizarre que ici vous promouvez des logiciels alternatifs qui, on parle de data center et j'ai l'impression que, est-ce que les logiciels alternatifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de data center, ça veut dire que le numérique il n'a pas autant d'impact. En fait, pour moi, c'est vraiment là l'illustration que le numérique qui soit alternatif ou pas, il y aura des data centers, il y aura des impacts sur la population. Je pense que c'est un peu le sujet où on peut se dire, le numérique, en fait, c'est pas une avancée, c'est néfaste, je sais pas trop tout en bloc, plutôt que promouvoir tout le monde, un accès de tout le monde au numérique, ou un numérique où tout le monde peut bidouiller, en fait ça changerait rien. Il y aurait quand même des terres où il y a des data centers, des résidents qui doivent être expulsés, etc. Enfin, c'est un peu ce que ça me fait penser. C'est une très bonne question. Merci. Et après, je ne sais pas si on... Enfin, j'ai une réponse par rapport à ça. Allez-y, alors donnez la réponse. C'était pas nouvelle, hein, c'est l'Université de Liège qui bosse dessus depuis plusieurs années, je pense, sur le concept des mines urbaines, donc la récupération justement de tous les métaux possibles qui sont dans les smartphones notamment, en sachant, pas que les ordinateurs, enfin toute la chaîne électrique, tout en sachant qu'il y a des matériaux qui sont impossibles à récupérer, ne serait-ce que les fameuses terres rares,
les gisements principaux des terres rares sont en Chine. Voilà. Donc on change de dépendance énergétique pétrole pour des dépendances numériques avec d'autres pays. Et effectivement, il y a des enjeux énormes au niveau minier, donc dans ce qu'il y a dans les sous-sols. Avant c'était mon Dieu, on a du pétrole, maintenant c'est oh mon Dieu, on a des terres rares. Voilà. Non mais on en est là aussi, avec toute la crise de l'eau partout dans le monde. Par contre, moi j'aimerais bien en fait un peu modérer ça. Alors là, pour le coup, on rentre vraiment, non, mais on rentre vraiment sur. Non, en fait, la question, c'est une très bonne question en fait de se dire en fait on peut couper, comme on peut arrêter la machine à lessiver aussi. Parce qu'en fait c'est la même chose. Dans une machine à lessiver, tu as une carte mère, elle utilise de l'eau, elle utilise des produits chimiques pour faire ta lessive, et elle tourne et prend de l'électricité. Et un ordi, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de produit à lessive. Non, mais en fait, c'est la question. Non, c'est une question qui est hyper intéressante. C'est jusqu'à quel point, en fait, on met notre confort de vie comme prioritaire par rapport à ce sacré en termes d'extinction possible des ressources de la planète. Et donc, le numérique, en fait, le début du numérique réel, donc, en fait, l'invention de la souris, c'est 69, c'est Doug Engelbart qui fait, c'est la mère de toutes les démos, il montre comment est-ce qu'une souris fonctionne. C'est plus ou moins au même moment où l'armée américaine lance l'Internet, donc les 3 universités américaines en connexion avec du financement du Pentagone, puisqu'à la base, Internet n'est pas créé pour que les gens échangent entre eux et fassent des chats, c'est pour échanger de la puissance de calcul pour faire des mathématiques. Et après, ça évolue en fait, sur 20 ans. Et tu as les premiers réseaux sociaux, Ulbers Electric Link dans les années 80, et donc c'est tout un truc, c'est la réappropriation du social, d'applications militaires, d'un truc qui servait avant tout à faire de l'armement, de la défense, du stratégique. Et donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que sur la question des ressources, c'est un petit peu la même chose en fait. En fait, on dit, soyez tous hyper mal à l'aise d'avoir combien 10 grammes de cobalt là-dedans, et donc on a des mines et tout se passe très mal, etc. Sauf qu'il y a aussi plein de cobalt qui va dans l'armement, il y a plein de cobalt qui va dans le renforcement de fuselages d'avions, et on ne fait pas de shaming de l'armement, on ne fait pas de shaming du fuselage d'avion pour Airbus, mais par contre on fait beaucoup de shaming pour les gens qui ont des mobiles. C'est comme l'or en fait. Tu as 3% de l'or mondial, 20% pour de la fabrication de cartes mères. 96% de l'or mondial, sur des terrains de guerre, etc., va pour de la joaillerie. Le shaming, il est fait sur les gens qui ont de l'or dans leur truc, etc. Il n'est pas fait pour les gens en Suisse qui achètent de l'or ou qui le foutent dans les banques. Et je trouve que le shaming, il serait bien d'être mis aux endroits sur lesquels on peut agir. Et donc, je comprends ta réflexion. C'est sûr et certain qu'on ferait bien de faire moins de numérique. On ferait bien d'être moins dépendant de tout ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, à un moment, mettre sur le même niveau des gens qui réfléchissent au niveau du logiciel libre, de justement de la centralisation des serveurs, d'en faire moins, d'avoir des serveurs sur des endroits très précis, localisés, où le lieu de raccordement est assez faible, par rapport à Google. Pour moi, ça ne se vaut pas. Et pour compléter, peut-être conclure si vous voulez, on boira un coup et on en parlera autour d'un verre blanc, c'est de se dire aussi, si moi j'ai un usage intelligent, réfléchi et que je boycotte l'IA, comment est-ce que je fais dans une société où l'IA est partout? Et moi, ce qui m'avait fort marqué, et qui n'est pas dans l'enquête ici, parce que la personne n'a pas voulu me répéter ce qu'elle m'avait dit, c'est une personne haut placée qui m'a dit, moi, ce qui est dans l'énergie, il m'a dit, moi, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à toute cette question des data centers et compagnie, et de la ressource énergétique ici en Wallonie et en Belgique, c'est quand l'entièreté de nos hôpitaux seront équipés en IA, et qu'on aura un grave problème énergétique tout d'un coup, est-ce qu'on coupe un data center qui va couper par la même occasion des dizaines d'hôpitaux avec des conséquences dramatiques? Ou est-ce qu'on va couper le réseau électrique de milliers de ménages pour compenser? Voilà, et c'est à ça, et le mec me dit, c'est à ça que moi je réfléchis tous les jours et ce qui m'inquiète. Donc je trouve que ça, c'est difficile de nier l'IA aujourd'hui alors qu'elle est partout. Quand une personne handicapée aujourd'hui dépose un document, une demande de dossier à l'AVIC, donc l'Agence Wallonne pour la vie et l'égalité, merci, excusez-moi, et bien en fait aujourd'hui il n'y a plus de bureau qui réceptionne ce dossier, c'est une IA que l'AVIC a mis en place. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui des personnes en situation de handicap se font refuser des indemnités, des machins, des broles à cause d'une IA. Voilà.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Et il y a des médors. Ah oui, par ailleurs, tant qu'on y est, il y a des médors à acheter. Il y en a un gratuit, mais il est moins bien que celui à acheter. Oui, et il y en a un qui est gratuit. Il est très bien, parce que c'est un plus ancien, et donc du coup, on vous offre un plus ancien, et on vous invite à lire notre enquête au complet. Oui, effectivement, on a un débat où le taux de jeunesse est assez haut par rapport à oui. Ah. Joué. C'est parfait. Voilà,